Bonjour à tous. Le sujet pour nous, c'est les cultures scientifiques, des outils pour décrypter le monde. Et je vais maintenant donner la parole aux personnes qui sont autour de moi pour vous expliquer un peu plus et leur poser la question. Euh, Comment abordez-vous la culture scientifique dans vos fonctions ou dans vos activités? Et donc, je vais commencer par présenter brièvement Laurence Serfati, qui complétera si j'ai oublié quelque chose et à qui je poserai cette question. Donc, Laurence, vous êtes documentariste et journaliste. Vous écrivez des scénarios et des articles sur des sujets liés aux sciences. Par ailleurs, vous formez des scientifiques à la vulgarisation scientifique pour les médias. Vous êtes membre de l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information, l'AJSPI, et à ce titre, vous avez participé à une formation pour des journalistes de Radio France sur le traitement de l'information scientifique. Donc ma question, comment abordez-vous la culture scientifique dans vos activités? Et je vous passe le micro. Oups. Bonjour Anne, bonjour à tous et à toutes, et merci pour votre invitation. Alors, comment j'aborde les cultures scientifiques? Alors déjà, en toute humilité, pour commencer, et avec beaucoup de curiosité. Je ne suis pas scientifique de formation, d'où ma posture d'humilité, et il se trouve que dans mon premier emploi de journaliste, j'ai été recrutée pour... c'était une agence de presse qui se créait, qui était spécialisée en sciences de la vie et en médecine, et j'ai été recrutée pour chercher dans les revues scientifiques ce qui pouvait intéresser le grand public. Donc c'est pas exactement faire de la vulgarisation, c'était interroger des chercheurs par rapport à un certain nombre de publications. Et puis voilà. Donc là j'ai appris parce que très vite j'ai compris que si je disais pas je ne suis pas scientifique, il faut tout m'expliquer. Je pouvais rien écrire, donc j'ai appris à dialoguer avec les chercheurs, à leur poser des questions. Et je me suis rendu compte que dans la très grande majorité des cas, ils sont tout à fait prêts et volontaires à expliquer beaucoup de choses à quelqu'un d'aussi ignorant que moi. Et du coup, il y a eu une acculturation qui s'est faite à ce moment-là. Alors, c'était surtout sciences de la vie pour comprendre comment, qu'est-ce que c'est qu'une publication scientifique, comment c'est fait, qu'est-ce qu'il faut regarder dans une publication scientifique pour un peu pouvoir l'estimer. Et puis, enfin voilà, toute cette partie s'est faite. Il y a eu un petit temps de cette acculturation. Et donc voilà, j'essaye moi de traduire aujourd'hui depuis j'ai fait un parcours plus dans l'audiovisuel et en particulier dans le documentaire comme vous l'avez dit Anne, scientifique. Et donc j'essaye de traduire d'un univers à l'autre, j'essaye de transmettre à la fois des connaissances scientifiques, mais surtout les méthodes, les valeurs de la science, comment on produit du savoir. Et je pense que c'est au moins aussi important que les connaissances en soi. Je regardais ce qu'il y avait, par exemple, dans Le Monde là ces derniers temps. Le ver luisant femelle disparaît dans la lumière, ce qui est assez magique et merveilleux. On se dit tiens, c'est chouette. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir pourquoi quelqu'un s'est penché là-dessus, comment il a fait, où elle a fait. Et je pense que c'est vraiment, pour moi, les cultures scientifiques, c'est pas juste une accumulation de connaissances, et c'est beaucoup moins la possession d'un savoir qui, de toute façon, est en mouvement. Et ça, je pense que c'est quelque chose que des gens ont compris et découvert avec le Covid, et sur lequel il faut insister. Donc c'est moins la possession de ce savoir que de la production du savoir et des méthodes qui président à la production de ce savoir et qui en plus, même s'il y a des points communs, comme l'a souligné Patrick tout à l'heure, il y a aussi quand même dans chaque discipline des méthodes, des aspects plus particuliers. Donc le but des cultures scientifiques, pour moi, c'est d'avoir des outils pour raisonner, et d'ailleurs raisonner au-delà des champs scientifiques. Je pense que les champs scientifiques sont pas imperméables au reste des champs, par exemple des savoirs artistiques ou bien sûr des savoirs techniques. Et c'est intéressant. Et je pense, alors vraiment, pour rebondir sur ce que tu as raconté par rapport à Shakespeare et la thermodynamique, c'est clair que la culture scientifique doit faire partie intégrante de la culture générale et qu'on a sans doute beaucoup trop séparé pendant longtemps les disciplines. D'ailleurs, au début, je vous avoue qu'en étant une littéraire, je me suis sentie pendant longtemps illégitime pour traiter des questions de science, qu'on a pu me renvoyer plusieurs fois. Et j'ai trouvé que ma seule légitimité, c'était de dire je ne sais rien, expliquez-moi, et que finalement, quelque
part, à force, il y avait une certaine légitimité à faire ça. Je pense que c'est alors nous les journalistes, quand par exemple on travaille pour un documentaire pour Arte, on travaille sur la science en marche, hein. On nous dit il faut faire des documentaires sur la science en marche. Puis le paradoxe, c'est qu'on nous dit aussi mais il faut pas montrer que les scientifiques sont pas d'accord. Oui, ben alors, il y a une petite contradiction parce que justement, si c'est la science en marche, il y a fort à parier qu'ils sont pas tout de suite d'accord, hein, et que ça peut prendre un peu de temps avant d'être d'accord. Donc notre travail, enfin le mien, c'est une espèce de obsession pour essayer de montrer qu'il peut y avoir des différentes approches et des accords, mais que c'est pas forcément la guerre comme ce qu'on a pu avoir l'impression de comprendre avec le Covid. Il y a vraiment eu un avant après Covid, hein, je pense dans la tête de pas mal de journalistes aussi. Il y a des journalistes qui se sont retrouvés propulsés à traiter de l'information scientifique, qui avaient jamais fait ça de leur vie et qui manquaient des outils un minimum nécessaire pour traiter de l'information scientifique. Voilà, c'est important de comprendre aussi nos temporalités, hein, la temporalité du journaliste, même en documentaire. Mais alors c'est encore plus vrai si c'est le journaliste de France Info qui produit tous les jours beaucoup d'informations et qui vous appelle et c'était pour hier qu'il avait besoin de l'information. Et puis vos temporalités qui sont pas les mêmes. Et reprocher à un journaliste d'être pressé, c'est reprocher à un chercheur d'être prudent. Donc je pense que c'est important aussi de comprendre que nos supports et nos méthodes de diffusion de l'information sont pas tout à fait les mêmes. Nous avons en commun de publier, enfin d'écrire des articles, mais ils n'ont pas la même forme. En général, même si vous avez un abstract en début d'article, les conclusions et les résultats sont à la fin de l'article, alors que nous commençons par l'information principale au début et nous la déroulons. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler ensemble, hein. Ça veut dire que je pense que c'est très très important de comprendre nos univers différents pour mieux se parler. Et puis voilà. Donc pour résumer, je pense que les cultures scientifiques pour moi, c'est vraiment le minimum requis pour comprendre le monde, pour pouvoir se faire une opinion éclairée ou s'abstenir de parler aussi, hein, se dire non, j'ai vraiment pas les outils là pour répondre. Je pense que c'est vraiment très important. Et donc, il me semble qu'un des boulots de journaliste, c'est de diffuser le fait qu'il n'y a pas que des certitudes, bien au contraire, qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de doutes, beaucoup de nuances et beaucoup de complexité. Et ça, c'est compliqué, hein, quand on a un temps très très court, comme les journalistes de news, encore j'en prends les journalistes de France Info, c'est pas toujours facile, mais il y a toujours des moyens de le faire. Voilà. Ce que je pense qui est important de dire aussi, c'est que les journalistes sont pas juste des courroies de transmission de ce que vous avez pu produire, de ce que vous produisez. On est là, nous aussi, pour faire des enquêtes. On est là pour comprendre comment les choses sont faites. On est là pour essayer de rester... Alors, l'objectivité, j'y crois moyennement. Je crois beaucoup à l'honnêteté, par contre. Je pense que c'est très difficile de pas être un tout petit peu subjectif. Je pense qu'on va aborder la question des croyances versus le savoir. On doit être tous être en alerte qu'on a tous des croyances, y compris vous, les scientifiques, mais les journalistes scientifiques aussi. Le tout, c'est d'être attentif à ça. Et puis donc, j'aborde aussi les cultures scientifiques comme formatrice, parce que en ayant fait beaucoup de documentaires avec des scientifiques, en m'étant souvent dit ah là là, c'est super ce qu'il fait, ce qu'elle raconte, mais dès que la caméra est branchée, il y a une paralysie, il y a on sent dans la tête du scientifique oui, je vais dire ça parce que ça passe pour le grand public, mais là, il y a mes pairs qui vont me regarder et qui vont dire mais c'est n'importe quoi cette simplification, c'est pas du tout ça. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est c'est peut-être un peu fort, mais une sorte de cruauté entre vous parfois et des jugements très 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 durs. Donc, je me suis dit voilà, je vais d'abord participer, puis ensuite développer mes formations pour dire pour qu'on enlève les fantasmes de chaque côté en fait. On a des fantasmes de chaque côté sur ce que c'est qu'un scientifique, quelqu'un qui a bac plus 18 qu'on va pas comprendre et qui va nous mépriser parce qu'on n'a pas son niveau. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce que c'est que ces journalistes tellement à l'aise là qui prennent la parole si facilement. Moi, je suis incapable de parler comme ça. Si, en fait, on peut faire des pas les uns vers les autres. Et le premier pas, tu as parlé de défiance, Patrick, tout à l'heure, mais moi, je dirais même de peur en fait. Il y a des peurs.
Il se trouve qu'avec l'AJSPI, dont je fais partie, donc c'est l'association des journalistes scientifiques de la presse d'information, les journalistes qui sont à l'AJSPI n'ont pas eu tous des formations scientifiques, comme moi. Vous avez Sophie Becherel, par exemple, à France Inter, qui n'a pas de formation scientifique. Vous en avez plein, hein, Nicolas Martin. Et donc, après Covid, Radio France a décidé de faire une formation à la fois sur le dérèglement climatique, mais aussi pour donner une boîte à outils minimum pour le traitement de l'information scientifique, parce que voilà, on avait vu qu'il y avait quelques ratés pendant le traitement de l'information liée à Covid. Donc j'ai participé à une de celles-là, mais c'est dommage que je vois pas Laurent Simon qui viendra, je crois, un petit peu plus tard et qui lui coordonne toutes ces formations. Quand on a dit aux journalistes, mais vous savez, les scientifiques ont parfois souvent la trouille de répondre à vos questions. Et ils étaient, mais nous, on a la trouille de les interroger. Donc je pense que c'est très très important de dire, on doit pouvoir avancer en faisant baisser un petit peu le niveau de peur respectif. Voilà. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est en réfléchissant aussi à ce qu'on a de commun et ce qu'on a de différent. Vous allez me corriger si je dis une bêtise, mais il me semble que vous, les scientifiques, vous vous occupez de faits et de concepts. Vous partez de faits, d'observations, et vous en déduisez un certain nombre de choses qui se transforment en concepts. Nous sommes aussi dans le domaine des faits, mais aussi le domaine des opinions. Et je pense que c'est ça d'ailleurs qui vous fait peur souvent, c'est ce côté opinion, parce que souvent on demande votre avis, votre sentiment sur un sujet, et ce qui fait peur aux journalistes, c'est les concepts, parce que là on n'y comprend rien du tout. Donc on peut travailler et démarrer ensemble sur les faits, et puis on peut ensuite faire des pas les uns vers les autres, et on précisera peut-être ça, en allant nous vers les concepts et vous à comprendre qu'est-ce qu'on cherche avec les opinions, et surtout des opinions éclairées, des opinions vraies, pour reprendre la philo. Voilà. Merci Laurence pour tout ce champ déjà assez vaste, et c'est que toute une petite partie de toutes les compétences que nous avons autour de nous aujourd'hui. Donc vous allez voir que les cultures scientifiques, c'est très large. Je vais donner la parole à François Deroux. Donc vous êtes directeur général du mouvement associatif d'éducation populaire Les Petits Débrouillards. Ce mouvement aspire au développement des solidarités et à l'amélioration du système social. En dehors et en complément des systèmes éducatifs institutionnels, vous contribuez à former des citoyens actifs, capables d'opinions réfléchies et critiques. Voilà, on y arrive. Les Petits Débrouillards sont membres de notre collège des sociétés savantes. Et donc, je vous donne la parole. Comment abordez-vous la culture scientifique ? Oui, bonjour, merci beaucoup. La présentation est un peu fait sérieuse, mais peut-être pour repartir de la base et de pourquoi les petits débrouillards sont arrivés sur cette planète, c'est effectivement le croisement des deux champs qui sont celui de la culture scientifique et technique et celui de l'éducation populaire. Donc l'éducation populaire, c'est aussi toute une histoire, et on y reviendra peut-être, mais pour vous dire que notre naissance donc on est né au Québec, donc il y a une quarantaine d'années, et ceux qui ont conçu un peu le mouvement démarrage voyaient bien qu'il y avait une accélération dans le champ de la connaissance incroyable, et il y avait en même temps un élargissement des disciplines et des champs de la connaissance en même temps, et tout ça produisant de la techno et des usages et de la compréhension du monde qui devenait de plus en plus compliqué à décrypter, et que devant ces accélérations et cet élargissement des champs, ils se sont dit comment on va faire pour répondre aux questions des gens, et notamment des enfants. Et c'est des journalistes scientifiques qui ont créé les Petits Débrouillards, donc à l'agence Québec de sciences. Et ils se sont dit, on va peut-être s'attacher plus à la façon dont la science se construit, dont on construit les connaissances, plus particulièrement que sur les connaissances elles-mêmes, même si elles ne s'opposent pas évidemment, mais on va essayer de voir avec les jeunes eux-mêmes comment essayer de partager avec eux la façon dont les sciences se construisent. Alors on a commencé beaucoup avec les sciences les sciences de la matière, les sciences de la nature, qui étaient plus simples, je dirais, à mettre en expérimentation et en activité, parce que nous, comme on est un acteur de l'éducation populaire, il faut absolument qu'on propose des activités aux enfants, aux jeunes, parce que, et là je reviendrai sur un point qui est important pour nous, la culture scientifique et technique, pour nous, c'est quelque chose qui se pratique.
et qui se pratique quotidiennement. C'est pas quelque chose qui est juste une fois de temps en temps ou obligatoire ou comme je veux dire un moment de sa vie où on croise un moment les sciences et les techniques. Non, si on veut que les sciences et les techniques rentrent dans la culture, il faut les pratiquer, il faut les débattre, il faut les échanger, il faut que tout ça, ça vive et ça vive en permanence et depuis le plus jeune âge. On ne va pas parler de la question des adultes, qui est intéressante en soi-même, mais nous, on s'intéresse spécifiquement au petit débrouillard, au champ de la jeunesse, de l'enfance et de la jeunesse. Donc, quand on est parti de ce constat-là, on s'est dit, comment on va faire? Parce que nous, notre utopie, si j'ose dire, c'est de se dire, il y a 15 000 stades de foot, il faut 15 000 clubs de sciences. Pourquoi il n'y aurait pas des clubs de sciences autant que de clubs de foot? C'est pas complètement débile d'imaginer ça. Eh ben, c'est pas facile. Ça, je peux vous dire que c'est la chose la plus compliquée à faire, parce qu'on est 40 ans après, on est à peu près à 1000. Voilà. On est au 10e de nos objectifs. Et parce que là, ça veut dire ancrer dans chaque territoire. Donc, c'est l'éducation populaire, c'est vraiment essayer d'être présent près de nos concitoyens. Il faut vivre avec eux, il faut inscrire les activités et la pratique de la culture scientifique et technique au plus près des gens, dans un quartier, dans un village, dans un territoire, là où les enfants habitent. Et pour l'instant, effectivement, on voit que la carte, elle est quand même plus les centres-villes, les villes plutôt d'ailleurs assez pourvues, qui ont des centres universitaires, qui sont assez grosses. Pour le reste de la France, c'est un peu le désert, hein, pour pratiquer des activités de culture scientifique et technique. Pour autant, il y en a. Il y a quand même beaucoup d'activités qui se développent aussi par les sciences amateurs, hein, donc c'est un champ qui est très, très important, mais qui est plus dans certaines disciplines, qui est pas bon. La deuxième chose qui pour nous est importante, c'est que une fois qu'on est présent sur les territoires, et il faut être utile. On pense que nous, si les sciences et les technologies ne sont pas utiles à nos concitoyens, et si les jeunes ne le perçoivent pas comme quelque chose qui peut être utile à leur propre vie et à la vie de la collectivité, il me semble qu'on va rater une partie de l'objectif. Donc pour nous, l'utilité, c'est extrêmement important, c'est-à-dire les sciences, ça permet de mieux comprendre, bon, ça c'est clair, mais aussi de mieux agir. Donc ça permet de savoir, par exemple, quand il y a un changement dans son environnement, comment je peux y prendre part et quels sont les choix collectifs qui sont opérés et comment je peux participer à ces choix collectifs. Donc il y a toute la question, comment je vis en groupe, j'ai des difficultés, alors suivant les âges, on a des difficultés différentes, mais nous, on accompagne aussi beaucoup les jeunes, notamment à l'âge de l'adolescence, sur la question de l'autre, la question de son propre corps, comment comment fonctionne le corps de l'autre, comment on fonctionne en société. Donc on accompagne et on essaie d'être utile. Et là, pour être utile, il faut la plupart du temps, on n'est jamais seul. On le fait avec beaucoup d'autres acteurs. On le fait évidemment avec les enseignants, avec les éducateurs, mais aussi avec d'autres éducateurs. Ça peut être les services des parcs et jardins, ça peut être voilà. Donc tous ceux qui œuvrent et qui rentrent, on va dire, dans la vie collective sont nos partenaires. Donc être présent, être utile pour nous au Petit Débrouillard, ça fait vraiment partie de ce qu'on essaie de faire. Et je vous dis donc la grande difficulté, c'est que donc vous regardez le rapport du Haut Conseil à la famille 2018, qui est pas si vieux que ça, qui dit effectivement qu'il y a un gros déficit en France, hein, pas qu'en France, mais quand même en France, qui est quand même assez inquiétant, c'est qu'on a quand même 9 enfants sur 10 qui ont une pratique sportive, on a 4 ou 5 enfants sur 10 qui ont une pratique artistique, et on a un enfant sur 10 qui a une pratique de culture scientifique et technique. Donc pour nous, tant qu'on n'a pas résolu cette histoire-là, on peut parler beaucoup, mais on ne va pas pouvoir construire une société qui, à tous les étages, va pouvoir, on va dire, profiter de cet appétit, de cette, finalement, pour nous, la culture scientifique technique, de cette façon de raconter le monde et de raconter sa propre vie dans ce monde, qui nous paraît, nous, la première chose à partager avec les jeunes, et pas dans un... Voilà, on parle beaucoup de l'école, on est beaucoup en France, dès qu'on parle d'éducation, on pense éducation nationale.
On rappelle beaucoup au petit débrouillard qu'on n'y passe que 25% de son temps éveillé entre 0 et 18 ans. 75% du temps éveillé d'un jeune, c'est pas l'école. Et ce temps-là, aujourd'hui, il est pris par d'autres. Il est des fois pris mal par d'autres, par les téléphones portables, des informations qui arrivent. Enfin bon, il y a tout un tas d'acteurs. Et si on n'est pas présent sur ce champ culturel, on va dire éducatif au sens large, en coopération avec l'école, en harmonie avec l'école, on va avoir du mal à relever les défis, nous semble-t-il, qui arrivent parce qu'il faut absolument donc dans le projet de l'éducation populaire, l'éducation c'est partout, tout le temps, tous les âges et à tous les moments. Voilà. Merci François. Donc voilà, donc là on est maintenant, je pense que c'est le temps d'aller voir ce qui se passe du côté des universités, puisque là c'est vraiment l'autre bout de la connaissance. Donc Laurence Fontaine, vous êtes professeur donc tout à fait à votre gauche, pour vous dans la salle. Donc vous êtes professeur à l'université de Rennes 1, que j'ai appris aujourd'hui s'appelait tout juste Université de Rennes. Biologiste et vice-présidente en charge de la culture, sciences et sociétés. Vous dirigez la Maison pour la science de Bretagne. Vous proposez des activités de formation continue en sciences à destination des professeurs des écoles, collèges et lycées. Vous développez avec eux des activités d'investigation scientifique concrètes et attrayantes pour leurs élèves. Et vous travaillez en collaboration avec la Fondation La Main à la Pâte et des chercheurs et chercheuses du territoire rennais. Donc, si vous je vais vous poser la même question. Comment abordez-vous la culture scientifique dans vos fonctions? Merci, ça va aller là? Oui. Alors, c'est une question intéressante. Effectivement, au niveau des universités, je vais parler de la mienne, mais on pourrait tout à fait étendre aux autres universités. Se repose la question, ça fait maintenant 4-5 ans et le Covid a été un accélérateur du dialogue entre la science, la recherche, c'est pas la même chose, et les citoyens. Cette question, elle existait parce qu'il y a des pratiques très classiques de médiation, les chercheurs participent à différentes actions qui sont souvent mal répertoriées au sein de l'université, c'est-à-dire qu'on a peu de données sur ce que font nos collègues parfois sur des sollicitations diverses et variées. Et donc on n'avait pas d'image ou en tout cas de recensement de la diversité des pratiques de médiation envers le large public, puisque c'est un petit peu le terme qui est utilisé. Donc la vice-présidence qui a été créée et qui est aujourd'hui un réseau national de vice-présidents culture, sciences et société, elle a été un petit peu créée justement pour retravailler cette question et voir en quoi les chercheurs sont aujourd'hui, et peut-être encore plus qu'avant, sollicités, et vous l'avez très bien dit, par des journalistes, par des CCSTI, par des associations diverses et variées. Donc on a cette question autour des cultures, effectivement, des cultures avec un S, scientifiques avec un S, qui se pose avec toujours comme objectif d'expliquer la différence entre la science et les croyances. Ça reste un fil conducteur. Et puis toujours de bien expliquer que la science est une vérité à un moment donné qui se construit et qui évolue en permanence quand elle se confronte au réel. Alors, on m'a demandé de faire un focus donc sur un des publics, parmi ce large public, qui est celui non pas des scolaires en tant que tels, mais des enseignants dans leur formation continue, c'est-à-dire pas du tout dans la formation initiale que suivent nos étudiants, mais dans leur vie d'enseignants, que ce soit au niveau des écoles et des collèges. Et nous avons donc répondu à un appel à projet, qu'on appelle un projet d'investissement d'avenir. C'est un terme un peu pompeux, mais qui en tout cas nous a donné des moyens pour développer la structure qu'on appelle la Maison pour la science en Bretagne, et qui fait partie d'un réseau national. Donc on a un objectif de formation continue des enseignants, professeurs des écoles, professeurs de collège, avec
avec effectivement la difficulté pour le premier degré. Donc la cible, ce sont vraiment les professeurs des écoles qui bien souvent dans leur formation initiale viennent de disciplines littéraires, scientifiques très très variées et ont besoin tout au long de leur métier, parce que les connaissances évoluent, d'une formation continue qui n'est pas forcément le point fort de l'éducation nationale. Donc en collaboration avec la Fondation La Main à la Pâte, on propose des formations interdisciplinaires. Donc on essaye effectivement d'associer les sciences dures, les sciences de la nature, les sciences humaines et sociales autour des 3 transitions que sont l'environnement, le numérique, la santé. Ces formations sont toujours co-construites entre des chercheurs et des formateurs académiques, donc des enseignants, qui permettent d'avoir un ancrage dans la classe, les programmes scolaires, et puis ce qu'il est possible de faire dans une école ou dans un collège. Donc cette interdisciplinarité, elle est pas toujours évidente à mettre en place, mais en tout cas, on essaye de la développer le mieux possible. Et on a, avec le rectorat, on a réussi en tout cas à mettre en place un petit comité scientifique et pédagogique, c'est-à-dire qu'on va réfléchir ensemble aux thématiques des formations qui vont être proposées l'année suivante aux professeurs des écoles et de collèges. Parallèlement à ça, on continue à aller bien sûr dans les établissements scolaires, au contact des classes et des enfants. Et souvent, les chercheurs qui ont participé aux formations créent des liens avec les enseignants présents et sont par la suite sollicités pour aller dans les classes, pour accompagner des programmes d'établissement. Donc voilà le focus que je pouvais faire parmi les multiples culture scientifique que l'on développe à l'université. Merci beaucoup. Donc, notre dernière participante, donc c'est Estelle Blanquet. Donc, vous êtes physicienne, maître de conférence en didactique, donc des sciences à l'Université de Bordeaux. Vos travaux portent sur la science scolaire en primaire et en maternelle. Vous vous intéressez plus particulièrement aux enfants de 3 à 6 ans. Vous étudiez aussi les liens entre sciences, art et littérature. Et j'ai vu que vous y conjuguiez la bande dessinée et la science-fiction. Donc, ça a éveillé ma curiosité. Vous êtes par ailleurs présidente de la commission enseignement de la Société française de physique et vous contribuez au plan sciences à l'école, dont Patrick a brièvement parlé en introduction. Donc, je vous laisse la parole pour vous poser la même question. Comment abordez-vous la culture scientifique dans vos activités ? Alors, je vais prendre ma casquette de formatrice, en fait, puisque moi, je travaille en INSPE, donc dans les Instituts nationaux supérieurs de professorat et d'éducation, dont les noms changent régulièrement. Donc, pour ex-école normale, ex-IUFM, ex-SP, maintenant INSPE, et ça va encore probablement changer. Mais ça fait 20 ans que je forme des enseignants du premier degré. Donc, mon discours va surtout porter sur le premier degré. Et effectivement, on a un vrai, très gros problème à ce niveau-là. Il ne faut pas se le cacher. Quand tu disais tout à l'heure que la plupart de nos enseignants du premier degré ne sont pas de culture scientifique, c'est 84% au moins d'entre eux, au minimum. Je vais préciser une autre chose qui n'a rien à voir, mais qui pourtant est très liée. 86% des enseignants sont des enseignantes. 12 millions d'élèves, 6 millions et demi d'élèves du primaire, 6 millions et demi d'élèves, ce qui veut dire que on peut faire ce qu'on veut et ce qu'on peut au niveau de l'éducation populaire, au niveau d'intervention des chercheurs dans les classes, 6 millions et demi, eh bien, si on ne passe pas par les enseignants, on les atteindra pas. Donc vraiment, la formation initiale des enseignants est cruciale. Et une fois qu'on a dit ça, on pleure. Puisque, essentiellement, aujourd'hui, pour former les enseignants du premier degré, donc qui ont une culture scientifique qui n'est même pas au niveau de celle d'un élève, pour beaucoup malheureusement.
Récemment, c'est il y a un mois, hein, on a fait passer un test d'entrée aux futurs étudiants qui veulent rentrer chez nous, à une question de niveau cycle 3. Cycle 3, c'est CM1, CM2, hein, qui est sur la conservation de la matière. Vous prenez 1 litre d'eau, vous mettez 200 grammes de sel dedans, vous mélangez, ça se dissout, hein, et puis vous mettez sur une balance. Combien ça pèse? Alors certes, il faut savoir qu'1 litre d'eau, c'est 1 kilo. Mais 1 kilo plus 200 grammes de sel, a priori, ça fait 1,2 kg. C'était un QCM. Donc la bonne réponse était indiquée. 30% des étudiants qui voulaient devenir enseignants du primaire y sont parvenus. 30%. Alors, comme on a eu pas mal d'étudiants, il y avait une question un peu comparable qui était posée, qui était, voilà, j'ai de l'eau très salée, je la mets sur une balance. À votre avis, est-ce que ça pèse plus d'1 kilo, moins d'1 kilo, 1 kilo, ou je sais pas? Pareil, c'était deux formulations différentes d'un même concept, et c'est aussi comme ça qu'on sait si les gens s'approprient des choses, si les élèves, si les étudiants s'approprient des choses, c'est qu'on pose une question de façon différente. Le concept, il est le même, et les statistiques, c'était les mêmes, c'était 30% aussi. Enfin, c'est pas des statistiques, là, c'est des chiffres, hein, 30%. Voilà. Bon, c'est comme ça dans toutes les disciplines, enfin dans tous les domaines attendus en termes de compréhension par nos futurs enseignants. La SFP a mis en place un QCM que je vous invite à aller voir, il suffit de s'y inscrire. Hein. Vous tapez QCM SFP. C'est un QCM qui est adapté à des élèves qui sortent du lycée et qui ont fait le programme de sciences de terminale. Et on l'a adapté pour des enseignants du primaire et dans l'ensemble des domaines qui relèvent de la culture scientifique au sens large, c'est-à-dire des choses dont on pourrait estimer que tout le monde devrait le savoir en sortant de l'école, eh bien on a le même type de résultat. Et donc, dans ce contexte-là, pour former les futurs enseignants du primaire, moi, en tant que formatrice, j'ai exactement 12 heures. Donc, en 12 heures, je dois remettre à niveau des étudiants qui vont devenir enseignants et je dois également les former à enseigner les sciences. Voilà. C'est en gros, ça fait 32-33 heures sur l'ensemble des disciplines, puisque moi je parle de la physique, puisque je suis didacticienne de la physique en particulier, mais vous avez la biologie, la techno, donc on est à 30 heures. En moyenne, donc il y a une statistique qui a été faite par l'Association de recherche en didactique des sciences et des technologies, c'est l'ARDIST. Eh bien, sur l'ensemble des 22 INSPE qui ont accepté de répondre au questionnaire, il y a 39 heures en tout pour la physique, la bio et la techno, en moyenne, qui sont fournies aux étudiants pour devenir enseignants. Non, sur 2 ans. En tout, sur 850 heures de formation, les enseignants du premier degré bénéficient en moyenne de 39 heures de formation. Alors ça concerne tous les enseignants. Enfin, tous les futurs enseignants, j'ai envie de dire. Après, parmi ceux-là, certains vont faire le choix au concours, puisqu'on a un concours pour devenir enseignant, ça s'appelle le CRPE. Certains vont faire le choix de passer le concours en sciences. Donc évidemment, ceux qui choisissent de passer le concours en sciences sont des gens qui sont un peu plus motivés par les sciences. Et pour cela, on va avoir un nombre d'heures un peu supplémentaire, on va rajouter 30 heures. Donc les enseignants qui ont passé le concours en sciences, qui sont le plus motivés pour faire les sciences, bénéficient de, en moyenne, 69 heures de formation. Les enseignants qui font le choix de ne pas passer les sciences au concours, parce qu'ils en ont peur, parce qu'ils ne les maîtrisent pas, ceux-là bénéficient de 30 heures de formation, et allez-y rouler. Et puis, on parlait de formation continue en sciences, 0. Pourquoi? Parce qu'on manque d'enseignants pour remplacer les enseignants. Donc la formation continue a été réduite de façon drastique. Et cette formation continue est pilotée au niveau national. Et au niveau national, il y a des plans de formation. Et les priorités nationales, c'est les mathématiques et le français. Il faut attendre que ces plans terminent pour imaginer éventuellement lancer autre chose. On parlait de plan sciences. Le plan sciences se fait actuellement sans moyens de formation continue. Parlons d'une autre difficulté, c'est les formateurs.
il faut des formateurs qui soient capables de former les enseignants. Eh bien, on en manque. On en manque de plus en plus, parce qu'on ne les recrute pas. Et on ne les recrute pas. Pourquoi? Parce que les universités sont pauvres. Et comme les universités sont pauvres, eh bien, on va faire le choix de recruter des vacataires. Or, former des enseignants, je l'affirme haut et fort, c'est un métier. Et ça, un chercheur ne peut pas le faire. Ça, un ingénieur pédagogique ne peut pas le faire. C'est un métier qui n'est pas spécialisé, j'ai envie de dire, en termes de il faut tel diplôme, il faut tel... Non. C'est quelque chose qui se fait en interaction et en vraie relation avec le terrain. Il faut une connaissance du terrain, il faut être modeste dans ce qu'on fait, il faut connaître les enseignants, il faut aimer les enseignants, il faut avoir envie de travailler avec eux. Et ça, comment vous recrutez des formateurs avec ces compétences-là? Comment vous identifiez les personnes qui vont pouvoir faire ça? Ben ça, c'est pas facile. Donc, vous voyez, voilà, enfin, un ensemble, un panel des difficultés auxquelles on est confronté. Je vais revenir sur le 86% de femmes, quand même, enseignantes. Parce que vous avez des enseignantes qui ne sont pas formées aux sciences. Du tout. Si vous n'êtes pas formé aux sciences, vous avez peur de les enseigner. Et à juste titre. J'ai envie de dire, parfois vous allez dans les classes, vous entendez des choses, ça vous fait frémir parce que c'est catastrophique. Mais donc, vous avez des femmes non formées qui enseignent à des jeunes élèves. Ces jeunes élèves vivent dans un monde où les stéréotypes dominent. Qu'est-ce qu'ils voient devant eux? Ils voient des jeunes ou moins jeunes femmes qui ne sont pas à l'aise avec les sciences. Vous êtes un petit garçon, vous êtes une petite fille. Votre maîtresse est un modèle. Les garçons veulent tous devenir pompiers, je plaisante, mais à peine. Les petites filles veulent souvent devenir maîtresses. Mais leurs maîtresses, elles n'aiment pas les sciences. Elles ont peur des sciences. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces petites filles, à votre avis? En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, parce que ça, il manque de recherche là-dessus, c'est ce que ça donne au niveau du lycée. Au niveau du lycée, eh bien, à la sortie, le nombre de filles qui font le choix de la spécialité sciences ou mathématiques s'est effondré avec la réforme. Alors, c'est un choix de société, mais est-ce que c'est ça qu'on veut aujourd'hui? J'en suis pas sûre. Et donc, pour remédier à tout ça, il y a pas de miracle, hein. Il faut vraiment inverser la tendance. En Suède, les enseignants bénéficient de 600 heures de formation en sciences, 200 en physique, 200 en biologie, 200 en technologie. 600 heures. On en est à 30. Et après, on s'étonne d'être les derniers de l'Europe au classement Teams 2019. On est avant-dernier de l'OCDE, il y a juste le Chili derrière nous. Voilà. Et si vous regardez les noms des pays qui sont derrière nous, ça fait un petit peu peur. Voilà. Donc, la culture scientifique, eh bien, il faut la travailler, ça se travaille très tôt et on a du travail. Oui, là, je vois, il y a du travail. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions de personnes qui souhaiteraient intervenir? Oui. Bonjour, Natacha, doctorante en sciences de l'éducation. Merci vraiment beaucoup pour chacune de vos interventions. C'est bien moi que vous la parole. Oui, c'est ça, oui, c'est bien. Oui. Moi, c'est juste une question dirigée pour vous, Madame Blanquet. Donc, ces chiffres, cette réalité, dans quelle mesure est-ce que vous pensez, vous estimez que les pouvoirs publics sont conscients, donc ça anticipe un peu peut-être la table ronde de cet après-midi plus tôt, mais voilà, cette réalité du manque de formation des enseignants de sciences, à quel point l'institution en est consciente? Elle est parfaitement connue. La situation est connue. D'ailleurs, il y a un rapport qui vient de sortir de l'inspection générale qui date du 16 mai. Donc, c'est tout chaud. Et ce rapport, qui était piloté par un inspecteur général qui s'appelle Aristide Cavaillès, eh bien, met en évidence les énormes lacunes de la formation initiale et continue des enseignants du premier degré. Je n'ai pas parlé du second degré, hein, mais si vous regardez les résultats au complet, ça fait aussi peur. C'est-à-dire que le manque d'attractivité du métier est tel
qu'aujourd'hui, on ne pourvoit pas le nombre de postes en enseignant physique. Et par ailleurs, il faut produire une chose, c'est qu'un concours, on prend les meilleurs. Donc, on les meilleurs des candidats. Voilà. Donc, la difficulté n'est pas qu'au niveau du primaire, la difficulté est au niveau du collège et du lycée aujourd'hui. Et on recrute énormément, pareil, de contractuels. Et ça pose des problèmes de formation. Ça pose des problèmes de qualité de l'enseignement. Il faut appeler un chat un chat. L'inspection générale en parle. C'est un rapport. Donc, il n'y a rien de plus officiel que l'inspection générale. Et on le sait, tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, les résultats TIMSS, les résultats PISA sont tous là. Mais il faut prendre des décisions politiques courageuses pour inverser la tendance. Donc ça va être abordé cet après-midi. Il y avait une autre question, oui, madame? Oui, Hélène Morin-Dufoy, je suis partie du laboratoire Jean Pézin sur Sorbonne Université. On participe entre autres à une opération qui s'appelle Trois Comptables, où des enseignants du secondaire viennent dans l'établissement. Et la question que je me pose par rapport à ce qui a été dit, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas justement élargir ce type d'initiative aux primaires pour déjà faire découvrir le monde des scientifiques et qu'il n'y ait plus cette barrière et cette appréhension, comme ça a été dit, entre les deux. Et par rapport au fait de toucher, on va dire, les très jeunes publics, comment faire en sorte que les scientifiques, que le domaine technique, technologie, soit mieux diffusé, par exemple, en littérature ou dans les contenus jeunesse, pour que des enfants, que ce soit des filles, des garçons, puissent s'identifier à ces parcours, à ces métiers, à cette... Je vais peut-être répondre sur la première. Quand on veut faire venir, déplacer, mobiliser des enseignants du premier degré, particulièrement, on se heurte au fait que ce sont des personnels qui sont dans leur classe difficilement remplaçables. Donc, si vous sortez un enseignant de sa classe, il faut qu'il soit remplacé. C'est toute une organisation autour. Et qui est la première raison qui est souvent invoquée par le fait qu'on ait du mal à les faire venir en formation, parce que là, dans mon université, on ne peut pas venir les enseignants du premier degré. Ils se déplacent, ils viennent dans les laboratoires, ils vivent des choses sur les campus. C'est toute une organisation très compliquée. Et si on n'a pas l'aide des collègues du rectorat et notamment des inspecteurs du premier degré pour nous aider à cette organisation complexe, on a du mal. Donc, ça ne peut porter que sur des petits nombres d'enseignants. Il n'est pas envisageable de le faire à large échelle. C'est par touche. Et puis, un enseignant qui sera venu une année ne viendra pas l'année suivante. Donc, on ne peut pas faire de parcours de formation avec eux. Donc, voilà, ça, c'est la première réponse à votre question multiple. Je vais passer la parole à Estelle. Et je pense que François aussi voudra intervenir. Tu veux commencer? Oui, effectivement, il y a un vrai problème de remplacement. Il y a plein de problèmes. Bon, un autre problème, c'est qu'il y a 350 000 enseignants du primaire. Je pense que ces chiffres sont importants à prendre en compte quand on réfléchit. 350 000. Alors, il y a 10 000 enseignants à peu près tous les ans. Le renouvellement, c'est 10 000 par an. Donc, on peut se dire que si aujourd'hui on décide de mettre le paquet sur la formation initiale, en 30 ans, le boulot est fait. Ça veut dire 30 ans. Si on décide de mettre le paquet sur la formation continue, ça va aller plus vite. Mais il faut savoir que cette chute du nombre d'heures, elle est... Enfin, moi, j'ai commencé il y a 20 ans à peu près à former des enseignants. Déjà, à l'époque, on savait qu'il n'y en avait pas assez. Donc, ça fait 20 ans que ça dure. Au bas mot. On avait combien il y a 20 ans d'heures? Il y a 20 ans, on avait 90 heures et on est passé à 30. 90 heures, c'était déjà pas assez. 90 heures, quand je parle de 90 heures, c'est science, c'est physique, biotechnologie. À chaque fois, vous divisez par 3. Il faut savoir que si vous voulez former en astronomie correctement des enseignants, il faut compter une quinzaine d'heures. Voilà. Est-ce que vous savez pourquoi ça a été divisé par 3?
Ça coûte. Non, essentiellement, il y a un problème de coût. Il y a un problème de coût des formations. Fut un temps où on n'était pas masterisé. Moi, j'ai connu les IUFM. Je n'ai pas connu les écoles normales. Je suis trop jeune pour ça encore. J'ai connu les IUFM. J'ai connu les trois. Moi, IUFM, SP, INSPE. Au temps des IUFM, ils ne donnaient pas de diplôme. Mais par contre, la formation était pensée de façon, avec une cohérence, si vous voulez. La première année, on préparait le concours. La deuxième année, on préparait des enseignants. À l'époque, la formation continue, moi, quand je formais en formation continue, j'avais des modules de 72 heures de formation pour des enseignants spécialisés en cycle 1, maternelle, cycle 2, spécial en cycle 2 ou cycle 3. Bon, les cycles aussi ont changé au niveau des niveaux, mais peu importe. 72 heures, vous pouvez commencer à faire des choses solides avec les enseignants. Alors, effectivement, c'est des petites touches, parce que c'est la même chose. Les enseignants que vous avez en formation continue, ça représente très peu de monde. Mais vous pouvez faire des choses solides. On est actuellement ravis quand on a 6 heures de formation continue avec des enseignants. La plupart du temps, on les voit 3 heures. 6 heures, c'est une victoire. Voilà. Et le problème des maisons pour la science, c'est qu'ils n'interviennent que sur un très faible nombre d'enseignants. C'est ça. C'est de réussir à avoir les enseignants déjà 6 heures. C'est une victoire. Donc, si vous voulez, voilà le contexte. Par rapport maintenant à la question de faire venir des enseignants du premier degré dans des laboratoires. La plupart du temps, les enseignants que vous allez avoir dans ces laboratoires sont des enseignants très motivés. Et c'est bien. Je pense qu'il faut nourrir les enseignants qui sont motivés. Les enseignants qui viennent à la Maison pour la Science sont des enseignants motivés. Des enseignants qui ont fait le choix et qui ont un espace pour respirer. Et ça, c'est important. Mais ça représente un pouillème des enseignants qu'il faudrait former. Et par rapport à ça, j'ai envie de dire, former les enseignants, ils ont peur des sciences. Ce n'est pas en leur mettant des chercheurs en face d'eux qui ne connaissent pas et qui ne connaissent pas ce que c'est que le métier d'enseignant, vous allez y arriver. Si vous voulez y arriver, il faut une courroie de transmission. Et cette courroie de transmission, elle existe. Ce sont des formateurs d'enseignants. Et on n'existe nulle part, quasiment. Et ça, c'est un vrai problème. Bon, je vais laisser la parole peut-être à François. Moi, je parle évidemment d'éducation au sens beaucoup plus large, vous l'avez bien compris, parce que je ne suis pas spécialiste de la formation et de l'école publique. Maintenant, on constate quand même dans notre expérience de 40 années de militantisme que les plans, alors les rapports, je peux vous les citer tous, ils sont tous parfaits, ils sont magnifiques. Et tout ce qu'on a là est écrit depuis 40, 50 ans, donc on peut revenir dessus. La question, ce qu'on peut se poser, c'est pourquoi, une fois que ces rapports sont émis, que tant d'intelligence a été émis pour les établir, et derrière, en fait, on va plutôt vers une diminution, et donc en fait, la machine fait l'inverse de ce que préconisent les rapports. Donc, je pense que c'est quelque chose qui dépasse peut-être le simple secteur de la culture scientifique et technique, me semble-t-il. C'est beaucoup plus profond que ça, et peut-être plus inquiétant pour le pays, mais nous, en tout cas, on n'attend plus, depuis une vingtaine d'années, de signaux ou d'intelligence d'en haut, si je veux dire. Voilà. Nous, on est dans le combat, on est dans les territoires, on fait avec les élus, on fait avec les enseignants, on fait avec les éducateurs, parce qu'on voit que c'est le contraire qui se passe. Nous, les petits débrouillards, vous voyez, on est quand même pratiquement 2000 salariés. On est présent dans une centaine de villes, on a 1000 villes en contrat, on a besoin de multiplier par 10 notre activité. La subvention du ministère de la Recherche, c'est 10 000 euros. La subvention de l'éducation nationale, ça fait 30 ans qu'ils nous disent vous n'êtes pas une priorité, zéro. Et on est agréé, on a tous les agréments, on intervient partout, on a 3000 collèges et lycées en contrat toutes les années. Enfin, vous voyez un peu le problème. Donc ce problème, il est grave, mais il ne va pas se traiter au niveau des petits débrouillards. Voilà, on continue à travailler. Donc votre question aussi, elle est intéressante parce que finalement, c'est ici, moi je pense que il peut se passer des choses. Il faut qu'il se passe des choses directement entre les sciences, les scientifiques et la société civile. Il faut arrêter de vouloir aller d'institution à institution. Ça ne marchera pas. En tout cas, nous, on voit que ça ne marche pas.
Il faut qu'on travaille directement entre société civile, entre scientifiques. Nous, on a besoin de 15 000 scientifiques demain. C'est ça qui est important. Le reste, ce n'est pas important. C'est 15 000 scientifiques qui auront 15 000 éducateurs. On va changer les choses, hein, vous inquiétez pas. Hein, mais si vous demandez à chaque fois la permission et vous montez 8 niveaux et vous descendez de 8 niveaux, vous n'y arriverez jamais. Ben, nous, en tout cas, on voit qu'on n'y arrivera pas. Ce que je dis pour l'éducation aux sciences, c'est la même chose pour l'éducation à l'environnement. Hein. En 2000, on fait des assises d'éducation à l'environnement. On sort des malles pédagogiques sur les changements climatiques. 4 ans après, toutes les subventions sont arrêtées pour l'éducation à l'environnement en France. Toutes. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On constate et on est rationnel. Hein. On ne va pas s'enliser dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, il faut trouver des nouvelles façons de faire des alliances. Et à mon avis, les alliances, elles doivent se faire de façon beaucoup plus horizontale, beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide. Petite question sur ce point-là. Il y a des contacts avec les régions. Les conseils régionaux? Oui. Bah, il y a des conseils régionaux qui ont des politiques de culture scientifique et technique parce qu'elles sont plutôt dans la valorisation de leur patrimoine. Pour nous, il y a des régions où il n'y a pas de culture scientifique et technique, où il y a une volonté de ne pas en avoir. Et il y a des régions où il y a une grosse culture scientifique, il y a un gros financement à la culture scientifique parce qu'il y a une volonté aussi de valoriser le patrimoine scientifique qui existe dans la région. On n'est pas sur le fond, vraiment. Voilà. S'il y avait d'autres questions, une question, le monsieur en blanc, là, tout au fond, est-ce que vous avez toujours votre question? Puis la personne qui est un peu devant au moment de la... Oui, elle était très simple. Il y a 39 heures d'éducation en sciences sur 2 ans, c'est ça? C'est combien le nombre d'heures totales? 850. C'était Moins de 4%. Combien? Moins de 4%. Sinon, là, vous m'avez dit, parce qu'il est venu en tête, me demander si la baisse de l'intérêt pour financer la culture scientifique n'était pas en mettre en parallèle avec la baisse du nombre de postes qu'il y avait au CNRS et à l'ICR, où c'est plus difficile d'ailleurs. Je ne sais pas si on a des spécialistes pour vous répondre aussi précisément à cette question-là. Donc, peut-être. Par contre, il y a une chose qu'on peut dire, je pense, c'est que la plupart de nos politiques ne sont pas scientifiques. Et je pense que ça dit. Ne sont pas scientifiques. Et je pense qu'il y a une deuxième chose aussi qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que les scientifiques sont de plus en plus surchargés. Et donc ça, c'est vraiment une réalité. Quand on parle avec eux pour leur demander si on n'avait pas un peu de temps pour faire ça, ben, ils disent j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Et ça, on le sent. Moi, j'ai vu vraiment une très très grande différence du manque de respiration de nos scientifiques à l'heure actuelle. Et en plus, c'est pas valorisé, mais indépendamment, même les gens qui l'auraient fait par vocation ou par ça, on ne leur laisse même plus ce temps de respiration. C'est pas considéré comme un temps où leur cerveau continue à travailler, à faire des choses, à avancer. C'est considéré comme une perte de temps. Ça, c'est vraiment, et ça, c'est vraiment dramatique aussi. Les charges administratives. Donc, madame, là, au fond, oui. Elle devait avoir Société française d'écologie et d'évolution et enseignant-chercheur à l'université Nice Côte d'Azur. Les chercheurs, ils n'ont pas le temps de faire ça. Ils adoreraient, mais ils n'ont pas le temps. Et les enseignants-chercheurs, encore moins. Et pourtant, on aimerait vraiment participer. Donc, ça veut dire que là, ce qu'il faut identifier, c'est une manne de gens qui connaissent la science et qui ont du temps. Et je pense que c'est cette communauté-là qu'il faut identifier, qu'on n'a pas identifiée. Et le deuxième aspect plus précis par rapport à la recherche de formateurs pour les enseignants du primaire, il y a peut-être un jeu à jouer maintenant, car actuellement, le ministère de l'Éducation nationale est en train de rechercher des tâches à valoriser, pour une fois un peu avec de l'argent, pour les enseignants du secondaire. Et ils essayent d'identifier un certain nombre de tâches. Une des tâches pourrait être de former les enseignants du primaire dans les sciences qui sont associées. Alors, c'est une bonne et une très mauvaise idée. Je vais vous dire pourquoi. Enfin, je suis désolée, je vais mettre les pieds dans le plat, mais bon, tant qu'à faire, autant y aller. Je forme les enseignants depuis 20 ans du primaire. Je les connais bien, ces enseignants. Je les aime, ces enseignants. Ils ont une vraie volonté de faire les choses et bien faire les choses. La façon dont on enseigne les sciences au niveau du second degré, la façon dont on enseigne les sciences au niveau du premier degré est très différente. Quand vous êtes dans le premier degré, vous ne formez pas aux sciences que pour les sciences. Vous faites des sciences, vous faites du français, vous faites des maths, vous faites plein de choses en même temps. Et
c'est pas des concepts que vous allez faire passer. Bien sûr, vous allez faire passer des concepts, c'est important. Vous allez faire passer une démarche, bien sûr que c'est important. Mais si vous voulez, le temps d'une séquence, on parle de séquence, on parle en termes de séquence, un peu au niveau le temps de monter les choses, de construire les choses est très différent. Et là, je reviens sur un problème fondamental qui est un problème de didactique. Les enfants ne fonctionnent pas de la même façon que les adolescents. La façon dont on va former aux sciences a vraiment il y a des spécificités. Et vous ne pouvez pas demander à un prof de secondaire qui ne connaît pas la didactique, très peu, parce qu'il a été très mal formé en didactique, votre prof du secondaire. Et parfois, votre prof du secondaire, eh ben, il est noyé par plein de tâches. Alors, quand je parle des tâches sur lesquelles sont noyés les profs du secondaire, il y a les cours, il y a les remplacements, il y a les évaluations, il y a toutes les tâches administratives qu'on leur demande. C'est monstrueux ce qu'on leur demande. Donc, si vous voulez leur demander de former des enseignants alors qu'eux-mêmes manquent de formation sur la façon dont on enseigne la physique, mais c'est non, enfin, je veux dire, c'est mettre un borgne enfin, ça va pas. Si vous voulez, ça va pas. Ou alors, il faut former les profs du secondaire à former les enseignants. Et ça, c'est possible. Ça, c'est tout à fait possible. De toute façon, il faut un fonctionnement pyramidal, c'est clair. Et on peut imaginer décider de former des profs de secondaire à former des profs du primaire. Mais on ne peut pas dire, je prends un prof du secondaire et je lui dis de former un prof du primaire. Ça ne marchera pas. Ça ne marche pas, ça. Il faut former les profs du secondaire, dans ce cas-là, former les profs du primaire. Ça peut marcher. Mais cette étape intermédiaire, elle est cruciale. Elle est vraiment cruciale. En sciences, il y a une difficulté quand on enseigne, c'est des conceptions qu'on a dans la tête et qui vous empêchent de vraiment comprendre des concepts. Et ça, les physiciens, mais pas que les physiciens, je pense que c'est dans beaucoup de disciplines pareilles, c'est la vraie grosse difficulté, si vous voulez. C'est qu'est-ce que j'ai dans la tête qu'il faut débloquer pour faire avancer les choses. Et, oui, bah oui, tout à fait. Tiens, je prends un verre. Non, je prends une bouteille. Voilà, parfait. Je ne vais pas le faire, hein. Mais imagine, tu as ta bouteille, elle est remplie d'eau comme ça, là, voilà. Je vais percer un trou dans ma bouteille. Ok ? Je perce un trou dans ma bouteille avec un clou. Vous voyez, un petit clou. J'enlève le clou, que se passe-t-il ? Est-ce que l'eau s'écoule ou pas, c'est ça ? Voilà, la question c'est est-ce que l'eau coule ou pas ? Bon, ben, vous avez tous envie de dire que l'eau coule. En tout cas, c'est ce qui se passe dans la plupart de la tête des gamins et des enseignants. L'eau coule. Bon, évidemment, si je vous pose la question maintenant, c'est que vous vous doutez qu'en fait, elle ne coule pas. Hein. Effectivement, l'eau ne va pas couler. L'eau ne va pas couler parce que pour que de l'eau sorte, il faut que de l'air puisse prendre sa place. Voilà. Eh bien, ce genre de choses, si vous voulez faire travailler des élèves là-dessus, encore faut-il que les enseignants en aient conscience. Un autre exemple classique, c'est les phases de la Lune. Ah là là, catastrophe, ça, les phases de la Lune. Les phases de la Lune, évidemment, c'est parce que c'est l'ombre de la Terre. Eh bien non, ce n'est pas l'ombre de la Terre, bien sûr que non. Mais c'est une conception classique. Mais ça, ils le voient à l'école, normalement. Ils le voient à l'école, parce que les enseignants le savent. Mais les enseignants ne le savent pas. C'est pas au programme. Ah mais non, entre ce qui est au programme et puis ce qui est enseigné et puis ce que peuvent faire les enseignants, c'est compliqué. Hein. Le nombre de jeunes qui sortent de l'école en étant convaincus que les phases de la Lune sont liées à l'ombre de la Terre est faramineux. Et ça, ils ne l'apprennent pas dans les 30 heures, les fameuses 30 heures de sciences. Mais j'ai 10 heures. J'ai 12 heures. J'ai 12 heures pour enseigner de la maternelle au CM2. Je dois travailler sur les changements de la matière. Oui, parce que l'eau, ça gèle, mais à quelle température, hein? Ça, ils ne savent pas non plus. Hein. Donc, ils ne savent pas. Ils savent sans savoir. C'est-à-dire que allez, autre exemple, vous mettez une bouteille d'eau au congélo. Ouais. Vous attendez suffisamment longtemps pour que l'eau soit bien congelée. Vous sortez votre eau du congélo, vous mettez un thermomètre. Quelle température vous mesurez ? Votre congélo est à moins 18. La plupart des étudiants ou des enseignants pensent que votre eau est à 0 degré. Dans votre congélo, vous sortez la glace, du congélo, la glace est à 0 degré, puisque l'eau change d'état à 0 degré.
Voilà, c'est des tas de petites choses comme ça. Et vous voyez, ce n'est pas des choses compliquées, on n'est pas sur des équations, on est sur de la compréhension basique de concepts. Et cette compréhension-là, c'est celle-là qui manque. Et il faut faire ça dans tous les points du programme. Et ça, en 10 heures, eh ben, c'est peine perdue. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Eh bien, écoutez, moi, voilà ma solution. Voilà mon choix. Il vaut ce qu'il vaut, qui est évidemment un mauvais choix, mais il n'y en a pas de bon. Et je décide de former à la démarche scientifique. C'est quoi faire des sciences? Eh bien, faire des sciences à l'école primaire, pour moi, ça va être, je fais des sciences si je donne la primauté à l'expérience. C'est-à-dire que s'il y a une contradiction entre ce que je dis et ce que je vois, je dois donner la primauté à ce que je vois. Et là, on revient sur le gros travail du journaliste qui va être de donner la primauté aux faits. Ça, c'est le premier élément. Quand je fais des expériences, comme les petits débrouillards, quand je fais des expériences, je ne les fais pas qu'une fois. Parce qu'en science, on ne fait pas qu'une fois une expérience. Je teste la reproductibilité de mon expérience. Et ça, c'est un élément fondamental que je vais essayer de faire passer aux élèves. Et ça tombe bien, en classe, on travaille en petit groupe, on peut le faire. On peut le faire, c'est facile à faire, mais encore faut-il que les enseignants le sachent. Test la reproductibilité. Allez, je vais être encore plus ambitieuse, je vais tester la robustesse de mon expérience. Parce que c'est pas parce que j'ai trouvé un résultat que je suis sûre d'avoir identifié tous les paramètres pertinents. Ça, on l'a bien vu avec la Covid. C'est quoi les paramètres pertinents? Si je pense que j'ai bien maîtrisé les choses, si je change quelque chose de différent, donc je pense qu'il ne change rien au résultat, je vais vérifier que ça ne change rien. Si ça ne change rien, ça a l'air de venir le choc. Et puis on va expliquer aux enfants la différence entre le général et le particulier. Et là, on revient sur la citoyenneté. Oui, se dire à chaque fois que, on ne peut pas le dire si on ne l'a fait qu'une fois. Une loi, ça se construit à partir de nombreux cas particuliers. Vous voyez, c'est des choses simples. C'est des choses qui peuvent être accessibles à des enseignants rapidement. Donc je passe 3 heures à ça. Et faire des sciences, c'est naviguer entre le monde et ses représentations. Et je me dépêche. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je le fais sur les maternelles. Et puis ensuite, je vais décider de choisir un domaine dans lequel je vais travailler. Et puis, il se trouve que j'ai écrit un bouquin, et puis le reste, c'est dans mon bouquin. Allez-y, lisez. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Bien. Donc, il y avait une deuxième partie à votre question, plus pour les médias, il me semble. Est-ce que vous la poser? Ce qui est entendu, je n'ai pas tout à fait eu la réponse sur la question de la manne que l'on pouvait mettre en mouvement, qui est des connaissances scientifiques. Là, ça va visiblement sur la débrouillard. Non, vous cherchez quoi comme public qui pourrait faire les 15 000 personnes dont vous manquez? Alors, la première chose, déjà, il y a méconnu, mais il y a plus de 150 000 salariés qui travaillent dans l'éducation hors l'école. C'est pas un secteur vide. L'éducation populaire, c'est 5% du PIB. Donc, c'est pas des secteurs vides. Par contre, ils sont très malmenés. C'est très difficile en ce moment parce que, on va dire qu'on n'est pas dans des climats où, on va dire, ces choses-là sont défendues. On a quand même une politique globale qui sera pensée que, finalement, les questions de hors l'école, c'est questions, finalement, des parents et du privé. C'est privé, il n'y a plus rien à voir. Alors que nous, évidemment, on milite que l'éducation, c'est quelque chose de beaucoup plus important et de beaucoup plus pour un pays que juste dire, en fait, il y a l'école et après, il y a ceux qui vont s'en sortir. On fait un peu de réussite éducative, pas trop, mais un petit peu quand même. On essaie de choper les meilleurs, pour pas que ça échappe aux ceux qui veulent embaucher des gens bien formés avec des bonnes. Voilà. Et pour le reste, voilà, on fiche un peu. Donc, il y a quand même des choix politiques derrière d'affectation de budget et de savoir quelle est la place, en fait, de l'éducation dans un pays. On n'a aucun. Enfin, moi, ça fait 30 ans que j'attends un débat sur l'éducation, pas sur l'éducation nationale, sur l'éducation. Voilà. Et il y a les familles, il y a l'école, et il y a le tiers secteur, le tiers temps. Et celui-là, il est toujours un peu oublié, sachant que l'éducation populaire précédait quand même l'éducation nationale. Il ne faut même pas l'oublier. Jules Ferry était quand même président de la Ligue de l'enseignement, quand on a l'instruction publique a été rendue voilà, pour tous. Donc, il y a une vraie question de l'éducation. Voilà. Coéducation. Oui. Coéducation voudrait dire qu'il y a des éducateurs et des coéducateurs. Moi, je ne crois pas. On est tous
en responsabilité. L'école a un rôle très particulier et très fondamental, mais les parents aussi. Et la rue, enfin, partout, on s'éduque. Et alors ça c'est aujourd'hui 25% de l'information. Et donc, les enfants confondent information et connaissance, et du coup, aller lutter contre ça. Moi, bon. Et là, on est complètement absent sur la réponse éducative en ligne. Zéro. 15 milliards d'investissements pour les Chinois, 18 milliards chez les Américains sur le K12, hein, c'est-à-dire en gros l'éducation des enfants numériques. Et nous, en Europe, 1 milliard, en France, 10 000. Donc on n'est pas du tout au niveau. Et en fait, on fabrique des enfants qui sont fabriqués autre part pour nous. Donc voilà, avec d'autres formes de raconter le monde, hein. Elles ne sont pas forcément toutes mal, hein, mais il faut défendre notre bifteck, si je veux dire. On a des choses à dire, on a des choses mais il faut qu'il y ait des politiques derrière. Voilà. Oui, pour la question sur la manne, je crois qu'il faut aussi tenir compte qu'il y a une nécessité de former, comme les chercheurs, enseignants-chercheurs, scientifiques au sens large, à cet exercice compliqué, qui est la médiation, au-delà de la simple communication que globalement on sait faire. La médiation, c'est autre chose, l'éducation, c'est autre chose. Et on a des demandes de collègues qui seraient intéressés, mais qui n'osent pas, parce qu'ils ne savent pas faire, voire redoutent de se retrouver un peu malmenés, parfois, dans la méconnaissance de quelle posture adopter, de comment gérer certaines questions, préfèrent ne pas y aller. Donc il y a aussi une nécessité de former pour que tout se passe bien, puisque l'objectif c'est que quand même tout se passe bien. C'est un peu le déficit modèle ce que tu dis, parce que les scientifiques, les chercheurs, ils cherchent enfin c'est des scientifiques, c'est dans le métier. Non, mais il faut inventer, il y a il faut embaucher des gens dont c'est le métier. Enfin, parce qu'à chaque fois que vous dites, il faut que les scientifiques qui sortent, tout ça, pour moi, c'est le déficit modèle. C'est en gros, de toute façon, c'est l'impact. C'est hyper sympa, ça te vend bien, mais ça sert à rien. Alors là, il y a plein de questions. Bon, allez, on va donner la parole à Patrick, là, et puis après ça, je vais prendre les 3 questions en même temps. Alors, vas-y, Patrick, puis les 2 personnes derrière, et on va répondre. Donc, moi, une des questions, ça revenait quelque part au modèle économique et aux intermédiaires. Et pour revenir à ce qui se passait avec l'innovation, finalement, l'innovation, ça marche relativement bien parce qu'il y a les ingénieurs qui sont derrière. Dans votre cas, c'est combien de personnes? Donc tu disais 150 000 personnes pour l'éducation. Pour l'animateur professionnel. Animateur professionnel, il y en a combien en médiation scientifique? En médiation scientifique. Médiation scientifique, il y en a combien? Est-ce qu'on le sait? Et comment ils sont financés? Est-ce que c'est une carrière qui est attractive? Faire une école d'ingénieur, c'est parce que les gens savent qu'ils vont très bien en vivre. Animateur scientifique, tu peux l'être soit dans un musée, soit dans un musée. Donc là, tu peux être formé, accompagné par l'ANSTI et il y a un système, mais c'est formé par ses pairs, dans le musée lui-même, avec quand même des coopérations avec les professionnels, et soit dans nos associations. Mais c'est tout. Mais il n'y a pas de certification. Il n'y a pas de certification. Voilà, nous, c'est un vrai problème. Alors, en ce moment, puisqu'on a plein de réformes du brevet du BP, enfin, toute la filière de l'éducation populaire, à mon avis, je crains le pire. Je crains le pire, c'est-à-dire ça va tout passer à l'université. Et là, ça va être pour nous, c'est grave, parce que c'est la perte de toute la capacité d'innovation et de déploiement, parce qu'on veut normer, on veut tout normer. Tu vois. Et nous, on milite pour qu'il reste des endroits où on forme autrement, de façon plus hybride, de façon plus ouverte, et pas dans une institution. Voilà. Mais donc, il y a combien de médiateurs? Non, mais pour revenir, il y a combien de médiateurs? Les médiateurs scientifiques, je sais pas, nous, on en a 2500, avec Planète Science, ça fait 3000, avec les musées, ça fait 4000. Bon, moins de 10 000. 4000, 4 000. Moins de 10 000. Et combien de journalistes? Et c'est des vacataires, hein, c'est pas des. Ouais. C'est des postes qui sont précaires. Et combien de journalistes scientifiques? Alors à la JSP, il y a 300 adhérents, mais c'est pas forcément le reflet exact de nos journalistes scientifiques. Je pense qu'il y a des gens qui sont journalistes scientifiques.
je disais 300 adhérents à la JSPI à peu près, mais il y a sans doute des gens qui sont journalistes scientifiques qui n'adhèrent pas. Peut-être qu'il y a une minorité, mais et puis il y a des journalistes qui commencent à se former un petit peu un peu plus à la science, donc ça laisse un petit espoir, mais bon. Donc en tout, entre médiateurs et journalistes scientifiques, il y a moitié moins que ce qu'on forme en ingénieur chaque année. En plus d'ingénieurs. 20 000 par an, je pense. Et là, il y en a 10 000 en stock. Je vais prendre encore une question, donc monsieur puis madame derrière. Pascal Théron, je suis chercheur en biologie. Pour la manne, il y a des chercheurs que vous pourriez peut-être motiver. Ce sont nos collègues qui sont à la retraite. Ce que font les sociétés savantes. Hein. Oui. Comment? Ce que font les sociétés savantes encouragent les retraités à les rejoindre pour travailler, parce qu'ils ont un peu de temps. Alors, j'avais un commentaire pour madame la journaliste. J'ai fait une partie de ma carrière en pays anglo-saxon et j'ai remarqué que la presse locale elle a une qualité dans ses articles scientifiques qui est d'un niveau dialogue au-dessus de la qualité des articles scientifiques que je peux voir dans la presse locale. Moi, je suis de Nice, donc qu'est-ce que vous faites pour essayer de monter un peu le niveau de la presse il y a des gens qui sont, il n'y a pas que des Parisiens dans l'association, mais les journalistes qui sont dans l'association sont quand même des journalistes qui pigent beaucoup. Alors déjà, il faut savoir que les journalistes scientifiques sont majoritairement des pigistes. Le journaliste scientifique dans une rédaction, c'est un petit peu le dernier qui parle, qui a la parole dans la conférence de rédaction. Hein, c'est toujours les journalistes. C'est exactement le reflet du monde politique. Hein, vous savez qu'à l'Assemblée nationale, il y a l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques technologiques qui réunit 25 députés, si je ne me trompe pas, et 25 sénateurs. Ils sont une minorité et les autres les regardent bizarrement. Mais pourquoi vous vous intéressez aux questions de science? C'est trop compliqué. Enfin, on peut pas. Voilà. Donc c'est un petit peu la même chose dans les médias. Ce que je voulais dire, c'est le témoignage de cette formation donc c'est la JSPI et l'ESJ, qui est une école de journalisme, une des grandes écoles de journalisme qui est à Lille, ensemble, conjointement pour les journalistes de Radio France. Là, c'est des sessions de 20 journalistes et dedans, il y a des gens de France Bleu. Donc là, pour le coup, on ne s'adresse pas qu'aux Parisiens. Et je peux vous dire que les gens de France Bleu sont hyper contents de participer à ces formations, hyper contents de découvrir qu'en fait, ils peuvent aussi faire de l'information scientifique. C'est comme une découverte. Hein. Les scientifiques ne sont pas tous à Paris, par exemple. Ça a été une découverte. Oui, il y a mais et du coup, ils sont hyper motivés. Ils sont presque plus motivés que on va dire les grandes stars entre guillemets qui ont participé aussi à ces formations. Ils voient là-dedans quelque chose d'intéressant et nouveau pour eux et moyen de faire de l'information. Donc oui, on pourrait imaginer que la GSP et le SJ réfléchissent ensemble à faire des formations pour les médias, pour la presse. Mais au fond, c'est vrai pas que pour le local, c'est vrai à tous les niveaux. Il faut ces formations, elles sont nécessaires partout. Dans les grands médias, il y avait par exemple à l'IB, il y a longtemps eu au moins un, sinon 2 journalistes spécialisés en sciences. Je suis pas sûre qu'il en reste aujourd'hui. Voilà, il y en a de moins en moins, c'est vrai. Voilà. Donc, madame, bonjour. Donc, je viens de placer les euros du CAPES et de l'agrégation de SVT. Et en fait, j'avais une question pour madame la journaliste scientifique. En fait, ce qui m'a frappé dans votre discours, c'est que vous dites d'emblée que la télévision ne souhaite pas montrer que la science du mouvement n'est pas consensuelle. Bon, alors, c'est vrai, je vois ce qu'a dit Estelle tout à l'heure, je fais d'une expérience particulière, peut-être un cas un peu généralisant, mais c'est pas complètement faux quand même. C'est parce que, voilà, c'est la complexité. Il se trouve que j'ai fait un documentaire sur l'épigénétique, et qu'au fur et à mesure, en avançant dans le documentaire, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des points de vue de chercheurs un peu différents sur le sujet, et qu'il fallait s'en faire l'écho. Et c'était le traitement de comment on restitue ça sur un sujet qui était déjà super compliqué à vulgariser. Voilà, à un moment, dans un des visionnages de films, on m'a dit, il ne faut pas dire que les chercheurs ne sont pas d'accord. J'ai dit, ils ne sont pas d'accord et on va le dire quand même, on va trouver la façon de le dire. Il ne s'agit pas de dire que c'est la guerre, mais bon.
Et il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un autre documentaire sur un sujet qui est... alors, dès que ça a un trait à la biologie au sens de la vie, ça se rattache à nous, et donc c'est plus, on va dire, sensible que quand il s'agit de l'astronomie. Et donc, il y a eu un documentaire qui a été fait, qui s'appelle « À la recherche de planètes 9 ». Donc, il y a des astrophysiciens qui disent qu'il existe une 9e planète dans le système solaire, et d'autres qui disent « mais non, pas du tout ». Mais le film est plutôt pour dire, parce qu'évidemment, on part sur un ressort un peu intriguant. Alors, est-ce qu'on va découvrir une 9e planète? Comment on fait? Comment font les chercheurs? Comment ils travaillent? Le film est super bien fait. C'est un film de Florence Tran et Cécile Dumas. Et ils ont traité justement ce côté de la controverse, se dire comment. Et donc je me suis dit, il y a du progrès par rapport à quand moi j'ai fait mon film. Donc on peut imaginer que ça va quand même, que peu à peu, voilà. Mais c'est aussi aux chercheurs de dire, de marteler. En fait, c'est ce que je voulais dire aussi quand j'étais à l'APM, l'agence de presse médicale. J'ai été un peu éduquée par les gens à qui je posais des questions, qui me disaient, quand je leur disais, mais quand est-ce qu'on aura un résultat, ou combien ça fait, enfin, quand on veut de nous, journalistes, toujours des données précises, on m'a dit, bah, on peut pas, on ne sait pas encore, ça va prendre du temps, on peut pas vous répondre exactement. Donc j'ai été éduquée à l'idée qu'il y avait une part d'incertitude et qu'il fallait retransmettre cette part d'incertitude dans les informations. Mais il faut se sentir soutenu et puis c'est vrai qu'il faut être à l'écoute aussi, parce que d'autre côté, quand on a fait ces formations maintenant par Radio France, on voit bien que dans le news, on veut des chiffres, des précis, voilà. Donc c'est là où je dis, il faut se parler pour comprendre ça. Voilà, donc je ne sais pas, c'est à vérifier cette histoire de est-ce qu'on peut traiter la complexité, mais on l'a vu au moment de la crise Covid, c'était traité de façon très caricaturale et presque guerrière, quoi. Alors qu'il fallait dire, il aurait fallu expliquer pourquoi il y avait des désaccords et comment on traite le désaccord. Mais c'est un sujet. Sur ma question, c'était évidemment hors contexte de décision d'urgence. Là, justement, on est sur la complexité et secondaire par rapport à la prise de décision. C'était dans le cadre, par exemple, de l'épigénétique, il y avait des questions brûlantes d'actualité, comme les entrevues. Sur l'épigénétique, oui, mais comme alors je ne sais pas s'il y a des questions brûlantes, mais c'est l'épigénétique, tout de suite on va vers l'inné et l'acquis en fait, hein, et qu'est-ce qui se transmet de façon héréditaire. Donc finalement on atteint des sujets qui sont un peu sensibles. Il y a même eu je crois que c'est dans un ancien numéro de Philosophie Magazine au tout début de ces questions sur l'épigénétique, un débat entre Michel Onfray et je ne sais plus qui était en face, c'était presque un débat politique. Donc ça peut vite prendre une tournure qui est voilà, tout d'un coup on monte dans les tours et comment on fait, quoi. Et même le débat auquel j'ai assisté à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques était très édifiant de ce côté-là, parce que entre les chercheurs, moi j'étais très très étonnée de chercheurs qui disaient la génétique et le déterminisme génétique c'est terminé. Bon, oui, enfin, peut-être pas de problème non plus, quoi. Et je voyais bien que les chercheurs qui avaient une parole plus compréhensible et plus accessible étaient mieux entendus que ceux qui parlaient de chromatine, d'histone et de, enfin, voilà. Et donc, voilà, tout le traitement de ces questions et de ces controverses, il est délicat et il faut vraiment y réfléchir pour voir comment le faire passer de façon subtile et pertinente. Et on a parlé de différence entre la science et la recherche. Ça aussi, c'est effectivement un message à faire passer. Il y a la science qui est en train de se faire, la recherche, et la science, elle a un savoir établi. Mais même ce savoir établi, même ce socle de savoir établi, il est quand même parfois un petit peu mouvant. Bon, il y a peu de chances qu'on remette en cause le fait que la Terre soit ronde, et qu'elle tourne. Mais bon, même si on aime prétendre le contraire, mais scientifiquement pour l'instant, c'est vrai, ça se discute. Bon, ben voilà. Chez les gens qui ne comprennent pas la question. Mais... Non, mais honnêtement, hein, moi je pense que les gens disent que la Terre est plate parce que quand ils regardent leurs pieds, ils la voient plate, hein, et qu'ils n'ont pas pensé pour leur poser une question. Par rapport à ce que tu disais, je pense qu'il y a aussi un élément important à faire passer qui n'est pas toujours facile à faire passer par les médias, qui est le fait que la science construit des représentations du monde. On travaille sur le monde, on construit des représentations. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et pas simple. On ne parle pas du monde, on parle de représentation du monde qu'on construit tout le monde. Et donc, on peut avoir différents modèles pour rendre compte d'un même phénomène.
Et ça, si on arrivait à faire passer ça au public, ce serait une belle victoire. Il y a une question, madame. C'était pour rebondir sur ce que vous venez de dire, et ça me rappelle ce que vous avez dit au tout début sur l'opinion par rapport au concept. Et en fait, c'est vraiment là que souvent il y a un problème quand on essaie de faire de la médiation et qu'il y a une controverse. Les gens ça peut devenir une controverse d'opinion, et dans ce cas-là, il n'y a pas de réponse, puisque c'est mon opinion contre la tienne. Bon, voilà, on va dire que toutes les opinions se valent, entre guillemets. L'important, c'est d'arriver à faire comprendre que non, ce sont des différences de modèles, de modélisation, d'hypothèses, et que pour l'instant, on n'a pas les données suffisantes pour trancher entre les hypothèses. Donc c'est vraiment très important. Et il y a quand même, nous, on est souvent confrontés, moi je suis astrophysicienne, donc c'est un sujet aussi qui fait beaucoup, sur la vie ailleurs, etc. Ce qui peut arriver, c'est qu'il y a des sujets qui sont tellement, on va dire, sexy en apparence et tout, que le média va avoir tendance à vouloir nous pousser à aller plus loin que ce qu'on voudrait, à affirmer des choses plus qu'on ne voudrait s'engager, par exemple. Et c'est très difficile d'arriver à expliquer que non, pour l'instant c'est un modèle, c'est pas pour ça que c'est pas intéressant, c'est pas parce qu'on n'est pas sûr que c'est pas intéressant. Mais par exemple, la personne qui avait prétendu que au mois que c'était un vaisseau spatial, il a fait quand même 3 pages dans Télérama, quoi, d'interview. Nous, on était absolument atterrés de voir cette personne, et uniquement, et là aussi il y a une formation à faire auprès des médias, c'est que c'est pas parce qu'on est expert d'un sujet A qu'on a un avis pertinent sur un sujet B, parce que la science c'est quand même très, très pointue. On peut pas être au courant des dernières découvertes dans tous les domaines, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on a été chercheur à Harvard, etc., que tout ce qu'on dit, c'est les paroles des blanchis. Ça, entre autres, on a vu pendant Covid avec certains chercheurs qui ont eu une proposition en voilà, on va pas voilà, et donc, tu peux saluer auquel faut penser là tout de suite. Alors, ce qui est compliqué, c'est que la presse, elle veut être lue et elle raconte des histoires. Et que les histoires qui font rêver, comme moi, si c'était un vaisseau spatial, forcément, ça va avoir un peu plus de place. Mais regardez, on l'a vu avec Titanic, cette histoire, cette aventure qui relève un tout petit peu de l'aventure scientifique, on va dire, qui prend une place incroyable par rapport aux immigrés qui coulent et qui, voilà, c'est bon. Ça, c'est un travers, mais là, c'est aussi parce qu'il y a un modèle économique, c'est aussi parce que c'est ce que les gens lisent le plus, donc c'est un peu compliqué. Par contre, résister à ne pas dire ce que vous voulez pas dire, moi, je pense que ça s'apprend. Et je pense que ça n'empêche pas de dire c'est pas une obligation, du coup, de devenir ennuyeux, très complexe, très compliqué. Mais ça s'apprend et ça s'entraîne, et il faut trouver des façons de... Oui, peut-être dans le débat, alors, je suis assez d'accord avec toi qu'il faut, avec les jeunes, on essaie de bien dissocier ce qui est de l'ordre de la recherche, ou les sujets qui sont chauds, qui n'ont rien à voir avec ce qui est établi, ce qu'on sait, voilà, qui est à peu près... et ça, il faut vraiment passer par ces mots-là, parce qu'à un moment, on mélange tout, donc du coup, la recherche et les sciences visuelles, c'est pas la même statut que, évidemment, ce dont on parle. Peut-être juste pour revenir sur l'histoire c'est vrai que quand on est journaliste, quand on écrit, en fait, ou quand on fait un film, on s'adresse indifféremment à un public qu'on ne connaît pas très bien, on connaît peut-être pour lesquels, mais et on a le même discours pour tout le monde. Nous, dans nos métiers, on part de la présentation des jeunes eux-mêmes, des enfants eux-mêmes, c'est-à-dire on commence par écouter ce qu'ils pensent, et là, ils ont des opinions. Parce que se faire penser qu'ils n'en ont pas, ou qu'ils ont que des bonnes opinions, c'est faux. Ils ont tous des opinions différentes sur leur culture, leur histoire familiale, leur propre rapport à ce qu'ils ont vécu et compris des choses, et qu'il faut faire émerger ces opinions pour commencer à travailler. Parce que sinon, on ne travaille pas, on ne fait pas d'éducation. Donc, de toute façon, la presse, on va dire, joue son rôle, mais n'aura jamais la capacité, comme vous pouvez avoir, de faire de la chirurgie, de enfant par enfant. Il faut, dans leur tête, il faut qu'on arrive à comprendre où ils en sont dans leur rapport à la connaissance. Donc, la démarche scientifique pour nous, en tout cas, elle a ça de puissant qu'elle permet de construire, de travailler les enfants sur leur propre rapport à leur propre connaissance. Et c'est là qu'on commence un peu à rentrer dans des choses intéressantes pour qu'ils soient autonomes.
et qu'ils aient les antidotes à tout ce qu'on peut, ce qu'ils pourront voir après, et qui leur permettra comme au journal télévisé où on passe d'un sujet hyper intéressant sur un prix Nobel de physique, et 10 minutes après, on passe sur un dossier de façon indifférenciée. Il n'y a pas de problème, c'est une information comme une autre, on dit. Donc, pour les gens, c'est une information comme une autre. Enfin, donc, non, il faut aller vraiment enfant par enfant, et régulièrement et quotidiennement. Encore une question, oui, allez-y. Merci, c'est un peu en continuité avec la discussion. Je vais vous raconter un petit peu ma vie, mais quand j'ai eu mon poste de maître de compte, mon oncle m'a dit que j'avais une grosse responsabilité sur les épaules, parce que c'est un métier comme le métier du journaliste de vérité. On peut partir sur un débat sur ce qu'est la vérité, mais j'ai senti quand même un gros poids me tomber dessus, et je pense que ça rejoint, voilà, l'expert A qui n'est pas expert B. Se rajoute à ça le fait que le journaliste est pressé et cherche le buzz, et que le chercheur a besoin de prendre du temps et décortiquer. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que ces deux communautés réussissent à se parler pour faire ressortir la vérité, sachant que les Anglais ont trouvé une solution que j'espère n'arrivera jamais en France, mais ça se trouve, elle est déjà là, où en fait, il y a une maison des sciences de l'information qui a été montée, financée par des grosses boîtes, qui font des synthèses clés en main de ce qu'il faut raconter, et qui est peut-être très loin de la vérité. Alors, est-ce qu'on en est là en France et comment on prend ça? Alors, j'espère que non, on n'en est pas là sur ces maisons de la science. Moi, à chaque fois, j'échange avec des scientifiques, que ce soit pour écrire des articles ou que ce soit dans les formations. C'est un sujet, hein, c'est comment on fait, comment on s'ajuste les uns les autres, moi, j'arrête pas d'expliquer que c'est un partenariat. Alors, en dehors du cadre de l'investigation, où on veut aller révéler quelqu'un a fait une manip frauduleuse, j'en sais rien, enfin, je ne me discute pas là-dedans. Comment est-ce qu'on fait pour comprendre les contraintes respectives quand même, parce que ça peut arriver qu'on nous dise comment vous n'avez pas lu mes 50 articles sur le sujet. Ben non, parce qu'en fait j'ai que 2 feuillets, je suis payée 2 feuillets et voilà, je vais pas pouvoir consacrer plus un jour à les 2 à la rigueur, mais voilà. Donc il faut vraiment, pour moi, c'est important de pas juste échanger sur des connaissances, mais sur comment on travaille les uns et les autres. Et par exemple, la GSPI organise des échanges journalistes-chercheurs, si vous êtes au courant, où un chercheur peut aller passer une semaine dans le média du journaliste, ou dans un média en tout cas, pour voir comment travaillent les journalistes. Et le journaliste va passer une semaine dans un labo, voilà. Et ça, c'est super intéressant parce que voilà, on aimerait bien en faire encore plus, mais si vous êtes dans un labo et que vous voulez accueillir des journalistes, voilà, vous êtes les bienvenus. La GSP est très preneuse. Voilà. En tout cas, il faut vraiment s'échanger, se parler le plus possible à travers des tas de situations possibles et imaginables. Je pense que la solution, elle est là, c'est de garder ce lien journaliste-chercheur et de ne pas mettre d'intermédiaire entre nous. Ah oui, non, ça, c'est... D'accord. Je pense qu'il y a un élément où tourne autour également, c'est le rapport à l'autorité de toute façon. Et je pense qu'en science, être scientifique, c'est refuser l'argument d'autorité, sous quelque forme qu'il soit. Et ça s'éduque. Et ça s'apprend. Et reconnaître un argument d'autorité, c'est pas si évident que ça pour un jeune. Et je pense que le rapport à l'autorité et à l'expertise passe aussi par la compréhension justement de la fameuse démarche scientifique. Quand on fait des sciences, on refuse l'argument d'autorité. Premier point, qu'est-ce qu'un argument d'autorité? Et également, dans quelle mesure je considère qu'un expert est un expert et comment je peux savoir, comment je peux attribuer une confiance à un expert. Et je pense que ça passe par la compréhension de cette démarche, justement. Mais bon, ça, c'est des questions qui nous dépassent un peu. Donc, encore une question, et madame? Moi, j'avais une question par rapport qui rejoint la question du millier qui a été posée tout à l'heure. L'éducation populaire a été citée, en particulier la Ligue de l'enseignement. Il y a de nombreux enseignants et anciens enseignants. Est-ce que c'est par là et par la base, justement, puisqu'on a vu qu'en passant par les ministères et les financements, ça ne fonctionne pas, est-ce que c'est par cette base qu'on devrait aussi mettre en communication le monde des scientifiques, qu'ils soient chercheurs ou produisent des connaissances au niveau journalistique, il y a aussi des scientifiques, et l'éducation populaire. Est-ce que c'est pas justement, ça ne pourrait pas être une solution? Déjà, beaucoup de scientifiques, d'enseignants, d'élus,
de gens qui travaillent et qui se rendent compte et qui font des choses. Hein. Ça va. C'est juste que effectivement, comme vous dites, ça serait quand même mieux si c'était un peu mieux repéré comme étant des endroits qu'il faut multiplier, aider, permettre de telle manière à ce que le dialogue soit permanent. Donc, nous, par exemple, on a de plus en plus de questions qui nous sont posées par les collectivités locales qui sont de l'ordre de l'accompagnement des choix publics. Donc, on est aussi bien sur l'histoire de Branly et des réacteurs nucléaires, là, aussi bien sur les installations des éoliennes, par exemple, avec tous les collèges. On va former tous les collèges, on va, pendant une année, sur l'histoire des éoliennes en mer, voilà, par exemple. On est sur une bretelle d'autoroute, par exemple, sur le salon Marignane, là. Mais aussi des trucs beaucoup plus petits, c'est l'aménagement d'une mare. Aujourd'hui, avec l'histoire d'artificialisation, il y a aussi une histoire de choix. Et maintenant, les collectivités locales, elles font appel. Elles font appel à nous, par exemple. Et à chaque fois que nous, on intervient, on a toujours plein de scientifiques qui viennent avec nous. On ne va jamais faire de scientifiques, techniciens, ingénieurs, parce qu'il n'y a pas que voilà, des chercheurs, il y a aussi des ingénieurs, des techniciens avec qui on travaille. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est juste pas organisé. C'est pas pensé, c'est pas organisé, c'est pas soutenu. C'est-à-dire que derrière, il y a des filières, il y a des formations à faire, il y a des outils, il y a des moyens à attribuer. Voilà. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est les politiques publiques. Je suis assez d'accord avec vous, il faut accompagner toute cette porosité qu'il peut y avoir sur le terrain, point par point. Mais je voulais apporter un élément peut-être pour conclure. Est-ce que l'ensemble des intervenants de cette table ronde pensent que la science est en danger dans notre démocratie, comme elle l'est dans d'autres grandes démocraties, aux États-Unis, en Inde, où on voit que, par exemple, la théorie de l'évolution est supprimée du manuel scolaire, par exemple. Je dirais que non. On a des garde-fous au niveau des programmes scolaires. On n'est pas en danger. Voilà, le terme me paraissait un petit peu fort. On doit rester vigilant. N'oubliez pas que, on va parler de politique peut-être cet après-midi, mais c'est le politique qui dirige ce qu'on enseigne à nos enfants. Donc, à ce niveau-là, je pense, enfin, je suis d'accord. Enfin, au niveau des programmes, typiquement, au niveau de tout ça, on n'est pas dans un dispositif délibéré de déconstruction de ce genre de choses. Non. Je suis d'accord. À mon sens, pareil, c'est une opinion. Hein. Oui, mais enfin, franchement, je ne le sens pas comme ça. Mais par contre, le vrai problème qu'il y a, et c'est un autre problème, c'est que faire des sciences, ça nécessite un rapport rationnel au monde. Ça nécessite de donner la primauté à la raison sur l'émotion. Et là, on va revenir sur le journalisme. Et le problème aujourd'hui, c'est que, enfin, moi, je suis confrontée à des étudiants qui ont de plus en plus de mal à argumenter, qui ont une maîtrise de la langue française. Je parle de choses profondes, hein, qui ont une maîtrise de la langue française qui est de plus en plus réduite. Et à partir du moment où vous n'êtes plus capable d'argumenter, vous n'êtes plus capable de formuler correctement les choses, si vous n'êtes plus capable de formuler, vous n'êtes plus capable de penser. Quand vous n'êtes plus capable de penser, et ben là, la science, elle n'y arrive plus. Enfin, si vous ne savez pas distinguer une condition nécessaire d'une condition suffisante, si à chaque fois que, et pareil pour vous, qu'un événement particulier, si vous ne distinguez pas le monde de ces représentations, ce genre de choses, c'est crucial. Si vous n'avez pas cela, les sciences, elles ne peuvent pas, il ne peut rien se passer. Et pour moi, le problème, il est là. Moi, le problème, là, il est dans la langue. On a martyrisé la langue ces derniers temps de façon considérable. Et ça, c'est pour moi un vrai danger pour la science. Si vous ne pouvez pas parler correctement, je redis pas la même chose, je suis désolée. Mais, oui, mais justement, parler ensemble, j'aimerais bien que tu parles de comment tu fais parler ensemble et alimenter, travailler sur la rédaction. Oui, mais peut-être comme participer à la réponse, parce que moi, je pense que c'est pas si terrible que ça en ce moment. Alors, je dirais pas peut-être que les sciences sont en danger, mais le champ de la connaissance, en tout cas, et son transfert et son partage. Pour plusieurs raisons, je pense que, alors d'abord parce que nous, par exemple, dans les quartiers,
Nous, on est très implantés dans les quartiers. Là, on attaque l'été. On va être dans 500 quartiers politiques de la ville. On s'installe en bas des tours pour parler aux enfants, aux jeunes, leur faire pratiquer des sciences, des techniques pendant l'été parce qu'ils ne partent plus en vacances. Donc déjà, il y a quand même 25% de la population française d'enfants, de jeunes qui ne partent pas en vacances. Donc, dans ces îlots-là, je vous assure que nous, dans les quartiers, on est seuls, sauf des gens qui parlent d'autre chose que de la science. Donc, bien clair. Donc là, on n'est pas dans du rigolo. Et nous, on y va au combat. Mais on y va, vous voyez, bon, si ça vous intéresse, vous pouvez venir voir parce qu'il faut voir ça. Hein. Bon. Donc ça, c'est au niveau, au niveau local. Au niveau international, on est nous, une fédération internationale, on est dans une cinquantaine de pays. Le constat, il y a un combat qui nous, de notre point de vue, est en train de se cristalliser autour de cette question de l'accès aux connaissances et de la source, de l'émission, de qui demain, et qu'il y a beaucoup d'endroits où ces questions de l'accès à la connaissance et du partage de connaissances, c'est vital. Et je pense qu'il y a d'autres façons de voir les choses. Il y a des gens qui sont dans d'autres façons d'imaginer l'avenir de nos jeunes et comme disait Étienne Guillon, qui était un de nos présidents, je suis pas sûr que la défense de l'éducation à l'esprit critique soit partagée par l'ensemble des gouvernements du monde, hein, y compris chez nous. Hein. Bon, donc, y compris dans certaines collectivités territoriales, on va pas les citer, ou locales. Enfin, nous, à Perpignan, à Béziers, c'est dur, hein. Dans le Rhône-Alpes, c'est dur, enfin, je sais pas comment vous le dire, mais c'est un combat. Donc, voilà, faut pas désarmer. Excusez-moi, je sais pas s'il y a des mathématiciens dans l'audience, mais il y a quand même on a eu des gros changements sur l'enseignement des mathématiques en secondaire récemment, et visiblement, c'est un vrai problème. L'un des gros problèmes de cette réforme, mais on a Marie-Thérèse Nassel qui pourrait presque nous en parler mieux que nous. L'un des gros problèmes de cette réforme, c'est les choix qui sont faits par les élèves et les difficultés liées à c'est tout ou rien facile. Et le tout ou rien pose problème. Et ça pose problème en particulier pour les filles, encore une fois. Parce que les filles sont moins confiantes, ont moins confiance en elles. Ça, il y a des tas d'études qui montrent. Et ce manque de confiance fait qu'elles se sentent moins capables. Et donc, si on se sent moins capable, on va moins vers les formations scientifiques. Surtout quand on les dit extrêmement exigeantes. Et ça, voilà. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus que ça. Hein. Ça, et on est au tout début, donc il faut voir comment ça va bouger. On sent que ça bouge dans la mauvaise direction, hein, très clairement. Mais il faut attendre de voir un peu pour confirmer cette mauvaise direction ou décider tout de suite de renverser la vapeur. C'est une solution. Et là, typiquement, moi, je vais revenir par rapport à ça sur la formation des enseignants. Nos enseignantes en mathématiques, c'est pareil qu'en sciences. Hein. On a la moitié de nos étudiants qui ne maîtrisent pas la proportionnalité quand même, hein, quand ils arrivent en formation chez nous. Mais ils ont un bac. Ils ont eu un bac. Ils ont même une licence. Sans avoir maîtrisé sans maîtriser la proportionnalité. Ouais. Je vous confirme. Comment savoir qu'un niveau, ça va être Oui aussi. Non, mais la dilution, ça ne va pas. Non, mais tout ce qui relève de la proportionnalité, on n'a pas de didacticien des maths, c'est dommage, mais le didacticien des maths, vous direz que c'est quelque chose de compliqué, la proportionnalité. Pareil pour les fractions, mais la proportionnalité, c'est vraiment compliqué. Et effectivement, il faut former les gens à ça. Et on revient sur les problèmes de formation, encore une fois. Et le problème, c'est que nos enseignants du primaire, ils sont vraiment... Mais normalement, c'est des choses qui doivent être acquises. Mais je sais bien. Mais former à ça. Je sais bien, mais je constate. Et si vous voulez, quand vous les avez devant vous, ces futurs enseignants, eh bien, vous les prenez comme ils sont, parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Et vous les prenez comme ils sont, et vous les montez aussi où vous pouvez. Il n'y a pas un vrai besoin déjà de corriger avant. Et c'est un cercle. Oui, on ne fait pas que le nombre d'heures.
Je voudrais juste prendre un petit peu de recul et de hauteur par rapport à cette question de est-ce que la science est en danger. Moi, j'ai envie de dire, c'est peut-être plutôt, et madame, vous avez parlé de vérité tout à l'heure, la charge de la vérité, c'est peut-être la vérité qui est en danger. Et il se trouve que j'ai eu besoin de repris des études et je fais de la philo cette année, et c'était un des sujets, c'était la vérité. Et quand on se replonge en philo déjà et qu'on étudie Platon, et on se dit, mais en fait, l'histoire de la rationalité démarre là, et c'est extrêmement éclairant. Et alors on se dit comment est-ce qu'on pourrait distiller cette histoire de la rationalité avec ses hauts et ses bas en fait auprès des étudiants. Je ne sais pas si c'est possible. Il n'y a déjà tellement pas le temps de faire des choses, mais c'est vraiment une épiphanie en fait. Et la vérité, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir par ces antonymes. Chez les Grecs, la vérité, le contraire de la vérité, c'était l'oubli. Ensuite, Descartes, le contraire de la vérité, c'est l'erreur. Les Lumières, le contraire de la vérité, c'est l'illusion. 19e, le contraire de la vérité, c'est pouvoir réfléchir, c'est la bêtise. Et la bêtise au sens où on est bête parce qu'on croit qu'on sait ce qu'on ne sait pas en fait. Au 20e, c'est les grandes idéologies, le contraire de la vérité. Et aujourd'hui, on est à l'ère de la post-vérité, l'ère du fake news. Donc en fait, cette vérité, elle a toujours été en danger, tout le temps. Et elle n'a jamais été solidement, c'est bon, ça y est, on est dans le bon. Donc en fait, c'est un appel à une vigilance permanente sur de façon plus large que bon, les sciences. En fait, les sciences et le savoir, ça se confond, mais sur la vérité. Mais il faut aussi voir que, voilà, en théologie, on utilise aussi ce mot de vérité et parfois ça se confond avec vérité divine. Et moi, j'avoue que j'ai été parfois perplexe de me dire, mais de quoi on a parlé là? Parce que en philo, on passait l'un à l'autre. C'était pas, il n'y avait pas clairement d'épistémologie Popper d'un côté et puis de l'autre côté saint Thomas d'Aquin ou saint Augustin, voilà. Donc des fois j'étais un peu perplexe. Donc en fait c'est cette gymnastique permanente à laquelle il faut inviter, et c'est ce que fait François, c'est ce que fait tout le monde ici, à laquelle il faut inviter tous les publics, quoi, mais qu'est-ce qu'on est en train de me dire, est-ce que je peux en déduire quelque chose, est-ce que je sais quelque chose, et voilà, c'est ça qui me paraît important. Il y avait une question, madame? En fait, c'était plus une remarque par rapport aux notions qui sont c'est plus une remarque par rapport aux notions qui sont écrites non par les étudiants. Et enfin, vu que je viens de terminer mes études, donc j'ai vraiment compris et tout maîtrisé la notion d'argument d'autorité en populaire pour le défendre, et les notions de conditions suffisantes nécessaires. En fait, c'est vraiment en licence 3, en milieu de génie de développement, on a été amené à définir cette méthode que j'ai compris. Et le professeur, on était à proposer comme partiel un QCL. Donc en fait, notre niveau de rédaction n'était pas suffisant pour que les notions enseignées ressortent facilement. Mais ça m'a pas obligé d'avoir mon bac dans très bien, mon master dans très bien. Donc je pense que peut-être il faut nous laisser peut-être un peu plus de temps et on sort les diplômés en ligne. Des enfants de 5 ans sont tout à fait capables d'acquérir un certain nombre d'éléments en méthode scientifique. La primauté de l'expérience, facile. Comment on fait pour savoir? On essaye. Voilà. Déjà, premier élément de base. Hein, oui, mais il faut le formuler. Et le problème, il est là, c'est qu'il faut expliciter les choses. Comprendre qu'il faut essayer plusieurs fois et vérifier qu'on trouve le même résultat pour pouvoir en dire quelque chose. Ça, ils sont tout à fait capables de se l'approprier. Mais encore une fois, ils sont capables de s'approprier s'ils ont des enseignants en face qui l'explicitent. Comprendre que le monde et les représentations du monde, c'est différent, ça aussi c'est accessible dès la maternelle. Comment? En travaillant avec des albums jeunesse, par exemple. Je travaille beaucoup avec la fiction. La fiction est tout à fait accessible. C'est un autre avantage, la fiction. Tu parlais au tout début de mon travail sur la fiction. L'avantage de la fiction, c'est que c'est un support accessible et qui ne fait pas peur. Et qu'il faut désigner. Et en commençant avec des choses, de la bande dessinée, des éléments comme ça, c'est des éléments motivants. Et on se dit, on peut se raccrocher à ça. Si jamais en science on n'est pas à l'aise, on peut se raccrocher à la partie littéraire. Et puis tu parlais de deux cultures, hein, de droit. Moi j'ai envie de terminer sur un auteur de science-fiction qui s'appelle Clarke. Arthur C. Clarke, vous en avez peut-être entendu parler, de Mélanger l'espace, qui disait qu'il n'y a pas deux cultures. En fait, il y a la culture et l'inculture. Et je pense qu'il faudrait cesser d'opposer ou de confronter les cultures. On ne peut pas dire je suis cultivé parce que je suis un littéraire et les maths, ça ne sert à rien. Non, 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 non. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas cultivé puisque vous n'avez pas. Voilà.
Et j'en prendrai un autre qui s'appelle Robert Heinlein, qui disait que la spécialisation, c'est bon pour les insectes. Alors, il y a une autre question. Moi, j'avais une question sur on parlait de danger tout à l'heure, de vérité ensuite, de lien avec les croyances. Et aujourd'hui, il y a une concentration, on a vu qu'elle avait été plus ou moins maîtrisée, mais des manuels scolaires et aujourd'hui de la presse, on a une actualité brûlante aux mains de certaines personnes qui ne sont pas forcément des chantres de la culture scientifique et du respect des sciences, qui sont plutôt des croyances. Donc, est-ce que ça, par contre, ça représente un vrai danger? Oui. En ce qui concerne la presse, oui, c'est un vrai danger, c'est très inquiétant. Quoi vous dire d'autre que, en effet, c'est un danger et la concentration des médias et en particulier certains qui prennent certains médias. Moi, je suis complètement solidaire du combat des gens du JDD. J'espère que. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est vrai qu'on est nombreux à être. Sur les manuels scolaires, le problème, c'est que c'est similaire. C'est pareil, oui, parce qu'en plus, il y a une concentration. Mais alors, quand même, il y a un moment, il y avait vraiment l'édition et la presse qui se regroupaient beaucoup. Et puis maintenant, il y a quand même eu, sauf erreur de ma part, c'est un peu séparé. Mais bon, ça reste quand même des concentrations, mais c'est un souci, oui, bien sûr. La vérité qui est en danger, voilà. Sur le manuel scolaire, il y a le meilleur et le pire. Donc, il y a encore le meilleur et le pire, donc il y a encore de la diversité. Après, une vraie difficulté, c'est que la plupart du temps, il faut ça dans l'urgence. Et faire dans l'urgence, ça veut dire ne pas se relire, ou ça veut dire effectivement laisser passer des opinions politiques dans le cadre de manuels stables et d'usines. C'est un vrai problème, mais il y a une liberté à ce niveau-là qui est laissée, une liberté de publier. Il n'y a pas de manuel national et on peut en tirer les avantages et les inconvénients. Mais en tout cas, il y a une liberté au niveau des maisons d'édition encore alors, il faut s'appuyer sur les programmes, bien évidemment. De toute façon, ça ne passera pas. Mais ça, c'est possible. Maintenant, il y a beaucoup de manuels en ligne. Il y a des manuels gratuits en ligne. Et alors, le problème des manuels gratuits en ligne, c'est qu'ils sont à la fois le fruit d'un effort collectif, souvent. Donc, c'est beaucoup de professeurs qui se mettent ensemble pour faire les choses, avec le bon et le moins bon. C'est-à-dire que comme c'est ouvert, eh bien, il n'y a pas vraiment de contrôle. Et puis, à l'inverse, il y a des manuels scolaires qui vous sortent des énormités, mais parce que les personnes qui les ont écrits, les écrivent avec leur conception initiale. Je vais vous raconter un truc très rigolo. C'était il y a une dizaine d'années de ça, donc maintenant, qui est passé sous les ponts. Mais donc, c'était un de mes amis en plus, qui était tout fier parce qu'il venait de faire une édition, je ne sais plus l'éditeur, donc comme ça, je risque de pas dire de bêtises, mais c'était pour le primaire. Et c'était sur l'écoulement du temps, la mesure du temps qui passe, puisque ça, c'est au programme. Et donc, on faisait des sabliers. Et puis, ils faisaient des sabliers avec du sable, ils faisaient des sabliers avec plein de trucs, et puis ils faisaient des sabliers avec de l'eau. Vous vous souvenez le truc que je vous ai dit? On faisait des sabliers avec de l'eau. Là, moi, j'ai vu ça, j'ai éclaté de rire. Non, mais t'es sérieux, là? Non, mais sérieux? Et c'est un biologiste, et il l'avait laissé passer. Mais attends, tu écris dans un bouquin pour les gamins un truc qui ne marche pas, qui ne peut pas marcher, c'est la physique de base, ça. Mais la personne qui avait écrit ça était pas forcément physicienne, j'ose espérer, mais voilà, c'était publié, et donc il y a des gamins qui ont eu ce manuel entre les mains, avec un prof qui n'a pas forcément fait les manipes, parce que s'il a fait les manipes, de toute façon, il s'est rendu compte que ça ne marchait pas, et qui expliquait que plus il y avait d'eau dans le sablier, plus ça prenait de temps pour couler. Voilà. Bon, encore une petite remarque, je voulais me présenter, parce que Vicarie d'Observatoire de Paris, sur le fait que moi j'interviens en maternelle, en fait. J'ai la chance à l'Observatoire de Paris, on a un programme de parrainage de classe qui a beaucoup de succès, donc c'est sur les volontariats, enfin, des instituteurs, des professeurs, tous les niveaux qui nous contactent, et j'adore aller intervenir en maternelle. Parce que mes collègues ont peur, mais moi je trouve que c'est super, ils sont hyper éveillés, ils posent plein de questions, ils sont vraiment très en demande.
La chose, j'entendais personnes qui disaient bon, ça serait bien d'acquérir les choses plus tard. Malheureusement, je m'intéresse beaucoup aux neurosciences aussi. Et quand même, il est prouvé que le cerveau, évidemment, là où il est plus c'est quand même dans l'enfance. À partir de 18-20 ans, la myélisation elle est quasiment terminée. Ceux qui ont évolué, mais c'est quand même beaucoup plus difficile. Donc, vraiment, c'est quand les enfants sont petits, il faut vraiment leur apprendre ça. Et je trouve que c'est super ce que vous faites avec eux, hein, et développer l'esprit critique, parce que, comme vous dites, on est avec ce développement des médias online et des fake news. Maintenant, ça va être à chacun d'être obligé d'exercer son esprit critique pour distinguer entre qu'est-ce qui est une fake news et qu'est-ce qui est une vraie news. Et ça, il faut vraiment l'acquérir le plus tôt possible. Ça existe, hein. Il y a des journalistes aussi qui se regroupent et qui font de l'éducation aux médias de plus en plus bénévolement. Oui, mais je pense que le citoyen lambda qui n'est pas journaliste, qui par contre non, mais cette éducation aux médias, elle est dans les écoles auprès des jeunes pour justement leur apprendre à décortiquer des reportages et qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est... Oui, mais s'ils n'ont pas une formation à la science, je pense que c'est bien, mais ça risque de pas être suffisant. Qu'eux-mêmes constatent qu'est-ce qui fait une bonne science et puis qu'est-ce qui manque. Parce qu'il y a aussi autre chose, et puis après j'arrêterai là, mais que nous on constate, parce que quand on fait des séminaires online, on a un chat et on a de plus en plus de personnes qui sont complotistes. Genre on n'est jamais allé sur la Lune, en fait la Terre est plate, les photos c'est du trucage, et donc il y a quand même aussi toute cette mouvance du complotisme qui a des racines, on veut dire, justifiées dans le sens où, effectivement, il y a aussi des gros mensonges d'État sur des choses. Mais, du coup, ils ont un esprit très critique sur ce qui vient de l'establishment. Ils ont zéro esprit critique sur ce qui vient de la mouvance complotiste. Donc, là aussi, je ne sais pas comment, hein, j'ai pas la solution. Mais, c'est hyper important parce que c'est des personnes qui vont voter, qui vont donc être susceptibles de croire à un discours à partir du moment où c'est complotiste, c'est juste. Donc voilà, on est confronté à ça. Peut-être pour contribuer à cette question-là, bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail qui est fait sur l'éducation aux médias et à l'information. On est très sollicité avec beaucoup de journalistes, il y a beaucoup d'interventions dans les écoles, il y a des outils, donc il y a beaucoup d'associations maintenant qui sont spécialisées. Ceci dit, la question, on va dire, du fake news, pour nous, on a bien regardé un peu quand même cette histoire, c'est que quand vous prenez des enfants, des jeunes, et si vous écoutez ce qu'ils disent, et si vous prenez en compte ce qu'ils disent, on s'aperçoit que, ce qui est normal, ils ne vont accorder leur confiance que ce qu'ils peuvent vérifier par leur propre sens. C'est logique. Si vous leur dites ça va couler, ça va couler, ça va pas couler, ça va pas couler, je parle des enfants, hein, je parle pas des... Et que déjà, quand vous commencez à mettre des capteurs ou des objets pour mesurer des choses, il y a déjà une distance entre eux. Il faut déjà comprendre cette histoire de mesure et de capteurs par les capteurs et plus par tes propres sens. Donc là, on rentre dans la complexité. Mais après, derrière, si vous parlez de la Terre, et par exemple, est-ce que le Soleil tourne autour de la Terre ou pas, on sort des capteurs et là, ça demande encore autre chose. Et donc, suivant l'âge, suivant la présentation des enfants, il faut faire très attention parce que finalement, s'ils vous disent que la Terre est plate, c'est parce que ils ne le voient pas qu'elle est ronde et que je parle pas encore des ceux qui fabriquent les fake news, c'est un vrai problème. Mais du coup, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est faire confiance à un tiers qui lui te dit que. Et là, on change, on n'est plus du tout dans la science, on est dans autre chose. Donc, il faut pas se tromper de question. Et du coup, pour moi, le fact-checking, ça n'a aucun intérêt dans cette histoire-là. Parce que si les gens veulent penser que la Terre est plate, et que vous voulez leur convaincre du contraire, en fait, ils vont rester dans leur truc en disant, mais moi, je suis pas de ta congrégation, je suis pas de ta classe sociale, je suis pas de là, tout ce que tu me dis, moi, je m'en fous, j'ai envie qu'on départ. Et donc là, on est dans un autre registre. Et ça, c'est des sciences humaines et sociales, et il faut y aller au combat. Mais on n'est plus dans la physique et l'astrophysique, vous voyez? On n'est plus dans la mesure, on est dans autre chose.
Et donc, il faut vraiment travailler. Ah, je suis d'accord. On se retrouve face à la question de l'argument d'autorité. C'est-à-dire qu'évidemment, si je dis 3 mois, je suis nationaliste. Non, c'est la confiance. Statut d'autorité, bah, c'est confiance. Ça revient à l'argument d'autorité quand même. Donc, moi, ce que je leur propose, c'est de l'expérience. C'est-à-dire, est-ce que tu connais quelqu'un qui vit en Chine? Ou est-ce que tu as déjà voyagé? Voilà. Tu as vu qu'il y avait du décalage horaire. Comment t'expliques le décalage? Donc là, c'est de la plupart des gens, ils ont quand même, ou un ami qui vit ailleurs, ils savent très bien que s'il l'appelle à 8h du matin, mais il fait nuit. Ça, c'est de l'expérience. Voilà, je pense qu'on est en train de rentrer dans la discussion de déjeuner. Donc, je vous propose de continuer vos discussions dans la salle d'à côté.